matin. Bon matin. Bon matin. Mais Merci pour de vous faire autres, ça c'est-tu pour le vrai. matin? Hein? C'est-tu le matin pour vous autres aussi? Quand même, ouais. C'est l'avant-midi. L'avant-midi? Pour moi, c'est un début de journée, là. Je vais finir... je finis tout le temps mes journées à comme 1 heure, 2 heures. Fait que... puis je me couche, puis après ça, je m'endors à 3, 4, là. Fait que c'est comme un... Fait qu'on est quand même plus proche que je pensais. Oh, oui, c'est juste que ce matin, je me suis levé comme plus tôt Pour lire. pour lire, prendre, parce que, fait que prendre le temps de tout faire ça comme il faut, préparer l'épisode, parce que justement, on va commencer de même. Curieux Rivard, BD, spécial BD, et c'est parce que justement, je voulais m'assurer d'essayer de couvrir le plus d'affaires possible pour en apprendre le plus possible là-dessus, parce que je connais rien là-dedans, puis c'est ça. Puis ça m'intéresse, mais je sais jamais par où pogner ça. Puis tous les domaines qui m'intéressent, on dirait que je fige, mais je fais ça aussi dans quand faut que je travaille ou whatever, là. Je vois tout le temps comme à quel point c'est gros, puis c'est une montagne, là. Ouais. Puis je finis par comme freezer puis pas attaquer l'affaire parce que je sais pas par où prendre ça, puis fait autant pour un projet artistique que pour La science quantique, mettons. Là. Ouais. Où c'est qu'on starte? Là? ben c'est ça, honnêtement, je ferais comme ok, par où. Fait que là j'irais sur YouTube, là j'irais checker des affaires puis un peu. Mais pour ce qui est de la BD, j'ai comme je sais même pas toutes les catégories qui existent, je sais pas. Là, c'est encore mieux que d'aller checker un truc On le YouTube fait. parce que tu nous Ben, c'est invites ça. pour qu'on C'est t'en jase, exactement fait que- ça le but de Curieux Rivard. Fait que merci beaucoup d'être là, Fait je que vais vous finalement, présenter. on peut dire de la merde puis tu le sauras pas. Genre. Oh, honnêtement, oui, mais les gens sur YouTube, les gens vont voir comme ça, pas de bon sens. Fait que j'ai eu plein de questions d'ailleurs des membres Patreon. Je vais commencer en vous présentant. Yes. Jake Dion, Olivier Carpentier. Comment je nommerais votre... est-ce qu'il y a un titre, j'en précis? Parce que là, j'avais BDiste, illustrateur, dessinateur. C'est quoi? Y a-tu des nuances là-dedans? Moi, j'aime bien BDiste. Je veux dire, ça dit ce que ça a à dire. Après, je sais qu'il y en a qui aiment pas le terme. Moi. Parce qu'ils disent... Ok. Toi, ok. Moi, j'ai BDS, je trouve que ça sonne comme petit pénis. C'est peut-être moi qui ai un problème, Ok. qui a un complexe. BDS, petit pénis. Ça Ok, sonne pareil. Ça sonne? Ouais, je comprends. Mais, puis le pire, c'est que les Français, ils disent pas ça, hein, BDS. Ils disent auteur de BD. Ouais. Puis là, moi, je suis comme, ah ouais. Mais auteur de BD à ce Auteur moment-là, de est-ce BD. que ça rentre pas dans le texte puis on n'est pas dans l'illustration? Je suis Ok. un auteur. J'ai l'air bien plus un hot artiste. qu'un petit pénis. Je veux dire BDS. Ben, en fait, c'est pour ça qu'il y en a qui n'aiment pas le terme BDiste, parce que c'est un terme qui aurait, selon eux, été patenté pour les séparer des vrais auteurs qui font des vrais livres. Ok, ouais, je comprends l'espèce de... C'est ça. Puis, pour la Ok. même raison que j'aime pas le terme roman graphique, là, mais on pourrait y revenir plus tard. Là. Je sais que tu avais des questions sur Ben, ton- ben, non, C'est on- toute la même affaire. Hein. En fait, l'épisode de Curieux Rivard, là, c'est exactement ça. C'est on y va tranquillement, mais le but, c'est que ce soit focusé sur le sujet en question qui est la BD et cet oui. univers-là. Fait que roman graphique, on peut aborder ça. Ouais, puis, ben, non, c'est ça. mais le roman graphique, c'est une BD. Là, c'est de la même chose, BD, là. c'est de la juste BD. des appellations différentes. C'est de l'appellation différente parce que à un moment donné, il dit la BD c'est pour les enfants, c'est pas sérieux. Ok. Puis, moi je fais de la BD reportage ou intimiste. Puis là, ben, c'est un autre format. Fait que c'est pas vraiment de la BD, c'est un roman graphique là. Parce Mais ça que- vient des Américains, en fait. Ça vient de Will Eisner, que lui, il faisait de la BD sur, genre, tu sais, c'était dans les années 50, 60, il faisait de la BD sur comme du monde qui vivait à Brooklyn. Ok. Mais le seul terme employé pour faire ce qu'il faisait, c'était comics. Sauf que comics, tu sais, il y a une grosse culture des comics, tu sais, puis en fait, dans les années 50, justement, c'était pas mal juste le comic book de super-héros qui était prédominant. Ok. Fait que quand il se présentait puis il disait au monde, je fais des comics, les gens pensaient qu'il faisait du super-héros. Fait qu'il a comme créé le terme graphic novel, sauf que pour justement se différencier de ça, avoir de l'air plus cool. Puis le pire, c'est qu'il avait raison parce que fallait un peu casser cette mentalité-là. Mais en même temps, BD, roman graphique, manga même, fumetti, c'est en italien. Ok, je savais pas. Ça veut tout dire la même affaire, tu sais. Puis il y a Neil Gaiman, je le cite tout le temps parce que je trouve ça drôle, là. Il y a Neil Gaiman qui a déjà dit quand il faisait Sandman c'est une BD genre, tu sais, comme qui a vraiment ouvert les horizons du marché américain, puis c'était comme de la nouvelle genre de BD. Puis les gens ils disaient you're not doing comics, you're doing graphic novels. T'sais. Puis il était comme non, tu sais, c'est des comics. Puis lui, il dit, à ce moment-là, je me suis senti comme une prostituée qui se faisait appeler une dame de la nuit.
C'est la même crise d'affaires, c'est la même job pareil. C'est juste que... Puis moi, j'ai regretté beaucoup. C'est-tu dans le ton ou ça va être dans le style d'illustration? Les deux, des fois, mais pas nécessairement non plus. Il y a le format qui change. Ça a une certaine utilité. Quand quelqu'un dit j'ai lu un roman graphique, ben tout de suite, tu sais qu'il parlait pas d'un Astérix, mettons, là, ou d'un Spider-Man. Ça a été créé pour faire la distinction, justement, entre les Spirou puis les... Mais ça reste aux États-Unis, ça reste flou, puis il y a du snobisme aussi derrière l'appellation, là, justement, de dire non, moi je fais pas de la BD, je fais du roman graphique. Je suis un auteur, je suis pas un BDiste. En même temps, je catch. En même temps, c'est vrai que c'était intéressant. Avec les années, c'est de plus en plus devenu à propos du format. Fait que, tu sais, je pense à un livre comme Persepolis. Ça va être plus un roman graphique que... Mais tu sais, c'est de la BD. C'est de la BD. Fait que, bref... Ultimement, votre définition d'une BD, c'est dessiner dans des cases... pas des dialogues nécessairement, mais je veux dire, le texte, par-dessus des trucs. C'est de l'art séquentiel. C'est ça. OK. Ça, c'est ce que c'est pour vrai. Donc, tu sais, c'est vraiment de raconter une histoire en images, en plusieurs cases, qui évolue, qui ait du texte ou pas. Finalement, c'est tout ça. Peu importe le format, peu importe le pays d'origine. OK. Faisons un tour d'horizon rapide, on va prendre le temps, mais de votre travail là-dedans, ce que vous avez fait à date, juste mettre en contexte les gens. Donc, est-ce que vous écrivez aussi? Est-ce que vous êtes auteur d'un point de vue scénarisation? Les deux. Ouais. C'est sûr que tu sais là sur ma série Far Out, c'est Gauthier Langevin qui fait le scénario. Okay. Bon, on s'assoit ensemble, on discute un peu des grandes lignes, où est-ce que l'histoire s'en va. Mais c'est vraiment lui après qui va écrire les textes, qui va écrire les scènes. J'ai déjà écrit des plus courtes histoires là, dans le front notamment. Mm-hmm. Puis là, je suis en train d'écrire là, à très temps partiel là, un autre projet de série BD. OK. Autre que Far Out. Fait que touche un peu aux deux, mais c'est sûr que mon travail dans les dernières années, c'était vraiment plus le dessin. OK. Fait que les projets, mettons, prédominants, c'était quoi? C'est Far Out. Far Out. J'ai eu la BD maudite de Juste pour rire. Oui, ça, oui, on peut. Après le tome 2 avec Yves Pépeltier, qui était au scénario. Tu peux expliquer ce qui est arrivé vite là-dessus, là? Ouais. C'était l'histoire. Écoute, en gros, j'ai eu, c'était un contrat de commande. OK. Juste pour rire, voulant donner un peu de background à Victor, leur petite bébête verte, qui est hyper connue. Tout le monde sait c'est qui, mais personne ne sait qu'est-ce qu'il fait, il vient d'où et tout, à part crier « Maman, c'est fini » à la fin des émissions. Donc, c'est ça, ils voulaient une histoire. Fait qu'ils ils ont engagé un éditeur qui sont venus nous chercher, Yves puis moi. Puis, écoute, on a travaillé là-dessus. Là, c'était un beau contrat. C'était une grosse commande. Yves, il est très rigoureux. Son personnage public, il a de l'air un peu foufou, là, mais quand il travaille, il est très, très, très rigoureux. Avec beaucoup de modifications. Puis, c'était un gros work in progress tout le temps. Fait que passer 1 an et demi à 40-60 heures semaine, à un moment donné, il a fallu que je me trouve une autre job parce que là, l'avance sur droit qu'il m'avait donné, ça suffisait plus parce que c'était vraiment plus long. Finalement, on réussit à le sortir en juillet 2017. Fait que juste avant le festival, fait que lancement de la BD et tout. Là, l'automne arrivait, les salons du livre, on a eu le temps de faire celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mois d'octobre arrive, bim, les scandales avec Roson. Puis la BD, c'est une fiction historique. OK. Donc, on suivait Vito, qui est l'alter ego de Vittorio, qui est le designer de la mascotte. Okay. Fait que ça part dans les années 40, quand il est kid, il dessine une gargouille, la gargouille prend vie devant lui, il se lie d'amitié, puis là, il migre au Canada ensemble dans les années 50. Fait que c'est toute l'histoire de l'humour, de Montréal, au travers de cette espèce de parodie-là. Fait que Charles de Gaufre, Boris Le Boquette, Richard avec les émeutes au Forum. Puis, il se retrouve tout le temps dans la marde à cause de ce petit démon-là. Fait que dans les années 80, il vend à un certain Wilbert Roseau, qui est un jeune promoteur qui passe son festival d'humour. Fait que tout le dernier tiers de l'album, c'était avec Roseau. Puis, tu sais, on faisait même un clin d'œil aux agressions de 98. Yves, il avait demandé, t'es-tu correct avec ça? Puis oui, j'ai changé. Ça a été un déclic, il y a l'avant, là après. Fait que dans la BD, après, c'était un peu son chemin vers la rédemption. Alors que finalement, c'était vraiment de la merde. Fait que quand ça s'est arrivé, je veux dire, la BD, elle pouvait plus exister. Tu sais, si ça avait été juste à propos
un petit démon vert qui fait des gags, c'est quelque chose. Mais là, vu que Crozon était vraiment un personnage de la BD, puis un personnage important, là, il faisait pas juste une petite apparition, mais la BD a été retirée. C'est normal. Des tablettes. Toi, tu te réveilles le matin, tu vois ça sortir, là. Ah non, ben Fais-tu c'est... le lien tout de suite, ou? Ouais, quand je me rappelle encore, c'était un mercredi 18 octobre. Je revenais de travailler. Et j'ouvre mon ordi, la presse, pif, genre, je vois ça, je fais, c'est fini. Ah, man. Puis tout de suite avec Yves, on s'est écrit, puis tu sais, il disait, moi, je suis pas à l'aise non plus à continuer de défendre cet album-là, puis aller en salon du livre, ces trucs-là. C'est terrible et tout pour l'éditeur, là. Ouais, c'est un éditeur indépendant. C'est ça, c'est Berbère. Qui ont tout misé là-dessus, ils pensaient que ça allait être leur gros coup. Fait que là, comment ça s'est terminé? Est-ce qu'ils se sont fait rembourser? Ils se sont fait rembourser une partie de ce qu'eux avaient payé. Parce que dans le fond, c'était un partenariat. Juste pour rire, payait nos avances sur droit à Yves puis moi pour qu'on puisse travailler dessus à temps plein. Pardon. Fait qu'au moins, t'as réussi à faire de l'argent un peu avec ça. Oui, c'est ça. C'était pas un genre tu vas être payé sur le back-end, pis t'es comme, fuck. Ça aurait été parce que je connais un auteur en fait, je le connais pas, j'ai entendu l'histoire du gars qui écrivait le livre d'Éric Salvaille, puis il est arrivé la même chose, là. Il avait comme fini, là, puis c'était, bon, ben, non. Merci, bonsoir. Puis lui, je pense que c'était un deal de, mais que ce soit fait, là. C'est ça, moi, il me payait sur les ventes de livres, mais il donne ce qu'on appelle en littérature là, un avaloir, donc une avance sur les droits. Ça, c'est pas remboursable. Fait que ça te permet de travailler là-dessus à temps plein. Puis si jamais tu vends plus de livres que ce que ça valait, ben là, tu commences à toucher de l'argent en plus. Mais honnêtement, tu sais, c'était vraiment un bel avaloir. Puis je pense pas qu'il ait réussi à en vendre assez pour que je touche $1 de plus. De plus, ok, parfait. À moins de vraiment l'exporter en Europe, mais je sais pas jusqu'à quel point c'était exportable ou pas. Qu'est-ce qui arrive avec les copies? Ils les brûlent-tu ou qu'est-ce qu'ils sont d'un... Non, je pense qu'ils ont pilonné. Là, c'est comme un livre qui vend pas finalement. Là, et à un moment donné, le distributeur il garde pas ça dans son entrepôt ad vitam aeternam. Il va les détruire. Parce que ça, c'est le genre d'affaire que dans, mettons, 15 ans, ça va être, ou 20 ans, ça va être un objet genre de collection super rare, genre la BD que... La BD maudite. Ça va être un objet de curiosité. Ouais, c'est ça. C'est un petit ovni qui a existé 3 mois. Toi, t'en restes-tu des copies? Oui, il m'en reste quelques copies. Ben ouais, puis je t'en ai pour vrai? Ouais. Ah, nice! Ah, j'aimerais vraiment ça, honnêtement. Jamais t'es capable de faire attention et essayer de parler un petit peu plus fort. C'est parce que c'est la difficulté à capter tout le son. Parfait. Regarde, je voudrais pas que les gens... T'as une petite ligne. Je voudrais pas que les gens t'entendent pas. C'est laquelle, ma petite ligne? Ben, c'est la tête en bas, toi. Ok. C'est correct. On est des grosses lignes. Un peu plus, là. Ok, c'est bon. C'est les joies de faire l'animation plus la technique. Plus. C'est bien correct, c'est bien correct. Mais, ah ouais, ok, fait que c'est quand même une histoire de fou, ça. Fait que ce projet-là, ok, Far Out, d'ailleurs, j'ai des questions à savoir quand est-ce que Far Out 3 sortait. Fin de l'hiver, début printemps. Ok. Cool. Plus 2020. Début, ouais, 2020. Là, je suis dans couleur, donc ça veut dire qu'il en reste plus beaucoup. J'ai d'ailleurs lu que c'était ta partie préférée. Je déteste vraiment beaucoup faire la couleur. Là, c'est pas super. Là, j'ai un ami là, qui m'aide à faire les flats, là, Rabot, qui est un artiste de BD aussi, un BDiste, qui fait toutes mes aplats de couleurs. Fait que ça me sauve quand même beaucoup de temps. Mais ouais, non, j'aime pas ça. Je pensais que t'aimais ça, moi. Non. Parce que là, on a fait un projet ensemble. Ouais, c'est vrai, la ligne rouge. C'est toi qui faisais la couleur. Dans le fond, tu t'es fait chier tout le long, là. Ouais, ça aussi, comme projet, à un moment donné, c'était moins le fun qu'au début. C'était un projet... Non, mais... On règle des comptes, je savais pas. Je viens d'apprendre ça. Écoute, à la fin, tu tournais de plus en plus les coins ronds, puis là, ça refilait ça à Julien, puis là, ça me refilait ça à moi en couleur. C'était un projet qu'on avait avec... C'est bon, c'est on fait la promo de cet album-là. Ouais. Non, mais c'est un cool album. Dans le fond, c'est la ligne rouge. Il était publié par Front Froid. Puis c'était le journal Métro qui voulait des strips dans son journal. Fait que on avait fait ça en gang, on était un team, là. Il y avait deux auteurs, Olivier Jobin et Dominique Carrier, Julien Paris-Sorel qui faisait l'ancrage, Jake qui sketchait, moi je faisais la couleur. Puis au début, c'était supposé être du strip. Fait que tu sais, des bandes, ça veut dire dessiner? Oui. Je faisais le storyboard, en fait. C'est ça. Fait que c'est comme...
C'était de plus en plus sketch. C'était moi le plus important. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'il faut En retenir. gros, là, c'est ça que ça veut dire. Le fait, c'est que visuellement, ça reste l'étape la plus importante. Là, le C'est storyboard, l'identité là. visuelle. Parce que un peu. c'est comme Ben, si c'est le tu dessines rythme. l'histoire, mais super rapide. Mhm. Puis après ça, t'as l'ancrage qui rend le dessin beau, mettons. Puis après ça, la couleur. Mais tu sais, le petit croquis en dessous, ben, c'est ça qui fait que tu places les personnages. C'est ça qui fait que tu décides C'est dans la chaque mise en case qu'est-ce qui se- scène. C'est ça, Puis c'est la mise en scène. C'est ça qui est fluide, puis qui fait que c'est le fun à lire, que ça fonctionne bien. Tu sais, même si le dessin est moins beau, si ton découpage ou ton storyboard est bien fait, ben, tu vas passer dans les pages de ta BD, ça va être le fun. Alors que si tu as un artiste qui fait des peintures à l'huile, que c'est malade, mais que d'une case à l'autre, tu as de la misère à suivre l'histoire, après 5 pages, tu vas être épuisé parce que tu vas tout le temps revenir, tu comprendras pas. Fait que tu vas perdre il disait ça en joke, Ouais, mais, non, mais je comprends. le storyboard, c'est vraiment l'étape visuelle la plus importante. Bref, c'était supposé être du strip, fait que du 3 cases. Fait que nous, on s'embarque là-dedans, tu sais, puis on avait plein d'autres projets, d'autres jobs en même temps. Mais les auteurs, à un moment donné, c'était 4 cases, 5 cases, 6 cases. Il y en a même que c'est 9 cases, des strips doubles. 9 cases, c'est plus qu'une page que je fais dans Far Out. Ouais. Fait que, tu sais, même si le format est plus petit, quand tu colores, que ce soit petit, que ce soit gros, ça revient au même. Là. Ouais. Fait que... mais c'était cool de faire ça en gang. Là, Parce qu'il était hot, c'est ça. En chum, là. On est tous des vieux chums. Tu sais, moi puis Ali, on a commencé de la BD à peu près en même temps, puis on s'est rencontrés cette année-là. Fait que Ouais. ça fait combien de temps, là, tu sais, genre... 11 ans, 12 ans. Ouais, c'est ça. 12 ans de 2007, le Front 1 sorti en 2008. Fait qu'on a commencé ça en 2007. Le front, avez-vous parti ça ensemble? Je veux pas, parce que ça, c'est l'organisme, là. Le front, sur le front froid, c'est ça? C'est un collectif ou une maison? Non, c'est pas vrai, tu C'est m'avais les deux. expliqué. C'est une maison d'édition Front Froid, c'est une maison d'édition avec qui sort des collectifs. qui sort des collectifs et des albums complets aussi. Ok. Là. Puis Mais le le front, collectif, c'est le collectif. C'est ça, c'est le C'est ça, collectif. parfait. C'était le premier projet. Pendant des années, ça a été le seul projet de cette maison d'édition-là qui avait pour mission de faire connaître la relève en bande dessinée puis en bande dessinée de genre. Quand on parle de bande dessinée de genre, c'est vraiment tout ce qui est littérature de l'imaginaire, là, Ok, cool. aventure, sci-fi, policier, pour distinguer de la BD, mettons, d'humour ou de la BD Parfait. d'auteur. Ça aussi, Ouais, je vais vous traite demander pas c'est quoi les déclinaisons, justement, les styles. sur et ce tout ça. terme-là. Mais Ok, très cool. Puis, y a-tu un projet que j'oublie là-dedans? Non, c'est pas mal ça. Il y avait Artist 2D aussi quand j'ai checké. ouais, ben je travaille en jeu vidéo là. C'est pour ça, c'est de là que ça vient. Ok, ben, je me Ouais. demandais, puis je vais te poser la question tout de suite rapidement. Y a-tu bien du monde qui travaille en jeu vidéo aussi, qui sont dans le monde de BD, puis qui... Ouais, Ça semble être des mondes qui s'entrecroisent beaucoup, le graphisme, la BD, les jeux vidéo. Ouais. Excuse, on dirait qu'il y a beaucoup de... Ouais, ben, le jeu vidéo au Québec, ça donne une opportunité pour bien des artistes visuels d'avoir une job et de bien gagner leur vie. Ok. Fait qu'il y en a qui touchent aux deux. Tu sais, Jake a travaillé longtemps comme concept artist chez Ubisoft. Ouais. Moi, j'ai commencé de même, en fait. Tu sais, j'ai commencé en jeu vidéo, puis, ben, tu sais, tu te dis, c'est du dessin. Ouais. Fait que c'est le fun, mais non. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, je pensais à ton histoire que tu racontais tantôt de corpo. Tu sais, tu sais, tu fais des shows pour toi, puis tu fais des shows pour payer le loyer. Ouais. Puis tu sais, c'est un peu bizarre parce que là, tu sais, moi, je m'étais fait engager en jeu vidéo quand même assez jeune, à 19 ans, tu sais. Puis là, t'as comme une espèce de... Tu te sens guilty, tu sais, parce que là, t'es comme, asti, je me fais chier à la job, mais Chris, je payais full cher pour dessiner, tu sais. Sauf que, tu sais, je me ramassais sur des projets, tu sais, parce qu'en jeu vidéo, c'est pas toi qui décides sur quoi tu travailles, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est l'équipe, c'est le jeu, fait que tant mieux si t'es sur un projet qui t'allume puis que c'est le fun, mais ça se peut aussi que tu travailles 7-8 mois sur un projet de merde qui te fait chier, tu sais. Ok. Puis moi, je me ramassais, en gros, je dis tout le temps le même exemple parce que ça illustre bien, là. J'ai designé des maisons en forme d'artichaut pendant 4-5 mois. Ah ouais. Fait que, tu sais, les pics un petit peu plus ronds, les pics un petit peu plus pointus, fais-la plus ovale, fais-la avec plus de teinte de mauve, tu sais, c'est comme... Avec des meetings, Puis T'as le aussi travaillé pire- sur Prince of Persia puis Oui. Splinter Cell. Oui. là, tu sais, je veux dire. Pas Splinter Cell, Prince of Persia. Ok. Mais Ah ouais. oui, puis ça c'était malade. Ça c'était fucking hot, mais aussi ce qui changeait beaucoup d'affaires, c'était l'équipe avec qui je travaillais. Sur Prince of Persia, je travaillais avec, tu sais, comme mon boss est devenu en
une semaine, genre, mon super bon chum, puis genre, tu sais, comme on se catchait, puis c'était vraiment le fun. Petite plug pour ma tournée. Ma thérapeute est morte. Les prochaines dates, Varennes le 11 février. Le 15 février, c'est à Repentigny. Le 14 mars à Alma. Le 28 à Saint-Jérôme. En avril, le 3 à Saint-Jacques. C'est dans le coin de Joliette. Donc, c'est dans ce coin-là. Ça va se passer à Saint-Jacques. Le 10 à Montréal. Nouvelle date qui vient de se rajouter au Terminal Comedy Club. Il n'y a pas beaucoup de place. Fait que dépêche-toi d'acheter tes billets. Et j'ai le 30 mai à Québec, à l'Impérial de Québec. Donc, ça, c'est la seule date pour l'instant dans le coin de Québec. Et c'est la plus grosse date de ma tournée. Donc, si t'es dans le coin de Québec, achète tes tickets, écris-moi en privé pour avoir un petit code promo, pour avoir un petit rabais. Et sur ce, de retour à votre programme principal. Mais bref, c'est que le pire dans toute cette histoire-là, c'est que quand je me faisais chier, ben, tu sais, t'arrives chez vous, pis t'as plus envie de dessiner. Ouais. Parce que tu viens de faire ça toute la journée. Puis là, t'es comme, asti, moi, c'est la seule affaire qui me tient en vie. Là. Dessiner dans la vie, c'est la seule chose qui me produit, qui me procure vraiment du plaisir. Puis là, j'ai plus envie de faire ça. Fait que j'ai crissé mon camp. Je suis resté là, tu sais, comme 3-4 ans. Puis je suis devenu travailleur autonome tout de suite après. Puis là, j'ai compris c'était quoi vouloir vivre de son art. Ouais. Parce que t'as plus, évidemment, la sécurité qui vient avec. Puis tout. Mais travailleur, au final, je me suis fait la réflexion, tu sais, des fois, je suis comme, genre, justement, j'ai ma job en jeu vidéo, puis je l'aime ma job, puis tu sais, ça me manque d'être travailleur autonome, mais travailleur autonome, finalement, c'est le même principe, tu sais, tu vas faire des contrats que tu n'aimeras pas nécessairement pour payer ton loyer, pour faire tes projets de BD, tu sais. Fait que ce soit un contrat d'illustration de merde, ou de faire du design de maison en artichaut pour un jeu vidéo, au final, c'est un peu c'est plus à court terme. Là, c'est peut-être vraiment moi qui est chanceux, mais il y a deux affaires. C'est que les gens vont t'approcher pour ce que tu fais. Fait que moi, ils vont pas m'approcher pour, mettons, un conte d'enfant ou un truc qui me ressemble pas, tu sais. Okay. Les gens vont m'approcher parce qu'ils font il y a un style un peu horreur ou... Fait que t'as raison que je fais plein de contrats d'illustration on the side, mais... Mané, ça vient avec ta notoriété, puis les gens identifient c'est un style, t'as une couleur. Puis les gens, c'est ça, les gens t'approchent pour ce que tu fais. Pendant ce que tu fais, on peut-tu nommer genre mettons que on avait à lister les projets que t'as fait. J'avais Turbo Kid, Jardin Mécanique. D'ailleurs, François de Grandpré, qui est un... que j'avais reçu dans le Carré de Sable, un gars avec qui j'ai fait l'école de l'humour que j'aime beaucoup, qui écoute le Carré de Sable, fait qu'on le salue. Allô! Qui a écrit là-dessus. Alice, dans l'adaptation de Patrick Sénécal. Ouais, ça, c'est ça que je fais là. Ok, j'étais là-dedans en ce moment. Là. Hier, j'ai battu mon record, j'ai ancré 5 pages. C'est une machine, man. OK. C'est une machine. J'avais mal à la main à la fin. C'était comme, OK, ouais, faut pas que je fasse ça. Tu sais, quand tu travailles pendant 15 heures, là, pis là, tu sais, comme... fait que ça, c'est ça que je suis en train de faire là. C'est le projet le plus gros que j'ai fait à la date. OK. Fait que ça va être 264 pages. Ça va être une grosse brique. Un roman graphique. C'est un roman graphique. Ben, malheureusement, j'ai fait l'erreur... quand j'ai fait la promotion de ça, parce que Alice a été socio-financée. Oui. Avec Ulule. Puis quand on a fait la promo, je savais que je m'adressais au public de Sénégal, pas nécessairement à juste du monde qui tripe BD. OK. Fait que j'ai fait comme... J'ai envie de le vendre comme un roman graphique. En sachant qu'il y avait, moi, personnellement, l'idée de ces snobs appeler ça un roman graphique, mais j'étais comme, mais pour le monde qui ne connaisse pas ça, ils vont peut-être comme catcher que ça va pas être un Astérix, là. Ça va pas être un Tintin. Mais c'est exactement l'effet que moi, ça me fait d'entendre ce mot-là. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est que je me suis pas rendu compte que ça créait plus de confusion. Okay. Fait que là, les gens me demandaient tout le temps, c'est quoi la différence entre un roman graphique et une BD? Puis là, finalement, la réponse est super plate, parce que c'était comme, il y en a pas. Fait que là, le monde, OK. Puis même quand je l'expliquais, ça arrivait souvent que les gens me répondaient, OK, dans le fond, c'est un roman avec des dessins. Puis j'étais comme, non, c'est une BD. Fait que là, le monde était comme, Puis c'est ça, on s'est rendu compte que beaucoup des fans de Patrick, ben c'est pas nécessairement du monde qui sont au courant de ce que c'est la BD, tu sais. Okay. Fait que ça a été une erreur de ma part. Fait je l'ai comme catché après. Le format aussi en même temps. Là. Ouais, mais tu sais, j'aurais juste dû le vendre comme c'est une BD
adapté de Sénégal. Sauf que, tu sais, je sais pas si tu l'as lu, Alice. Non. OK. Moi, ça m'impressionne. À chaque fois que j'en parle, il y a tout le temps quelqu'un qui arrive, genre, hey, c'est le livre de mon adolescence. Ah ouais. J'ai lu ça quand j'avais 13 ans. Puis c'est comme un des livres les plus trash qui a été écrit au Québec. Tu sais, c'est extrêmement violent, mais c'est extrêmement sexuel aussi. Mm-hmm. C'est que dans le fond, Alice a 18 ans, puis elle se retrouve d'un quartier qui n'existe pas, puis elle essaie de se dépasser ses propres frontières. Fait que tu sais, comme quand on est ado, puis qu'on teste nos limites, puis qu'on va jusqu'au bout, puis là, on le défonce, puis après ça, on va voir, tu sais, comme dans l'abysse, là. Jusqu'où je peux, Qu'est-ce qui se aller, passe, là, ouais. tu sais. Puis Patrick puis moi, c'était comme super important qu'on le censure pas. Sauf que là, je suis en train de me rendre compte, puis on va voir la réception l'année prochaine, ça sort en 2020, automne 2020. Il y a une petite différence entre, mettons, quelqu'un qui lit un passage, qui l'imagine, ça reste un peu flou, puis quand tu l'ouvres, tu le vois, tu sais. Ouais. Puis j'ai hâte de voir la réception parce que honnêtement, ça me fait un petit peu peur. Parce que c'est une BD, clairement, qui pourrait être considérée comme pornographique. Toi aussi, tu dépasses tes limites, là. Ouais. Puis tu sais, le gore pis de violence, là. Puis tu sais, t'es pas étranger à ça, là. Mais, mais c'est plus la sexualité. C'est le cul qui... Tu sais, le matin, là, tu te lèves, tu te fais un café, t'es là... Bon, là, faut que je dessine une fille qui se noie dans de la dèche avec des dicks géantes parce qu'elle hallucine, elle fait de la drogue. Puis il y a vraiment une scène qu'il y a du monde qui se crosse devant elle, puis elle se noie dans un genre de boucaquet, puis là, t'es comme... Ça, c'est rough un matin. Ouais, on se met une petite toune, là, je sais pas, là. Écouter un petit cartoon avant, là. Mais c'est là que c'est intéressant de voir que, justement, juste à l'écrit, tu fais appel à l'imagination, puis justement, c'est dans la tête des gens, puis tu peux former ta propre image, puis des fois, j'imagine que tu dois te poser constamment la question de qu'est-ce que je montre pas. Ben ouais. Puis parce que des fois, c'est plus puissant de pas montrer quelque chose puis de le laisser se suggérer dans la tête du monde que de faire voici ma vision, parce que tout le monde compare la sienne avec celle-là. Fait que ça peut créer plus de déception, j'imagine, que ce que le monde voyait dans leur tête, là. Comment tu règles ça? C'est ça, c'est super intéressant parce que dans le fond, on en parlait un petit peu juste avant le podcast, comment qu'il y a eu une éducation sociale qui s'est faite dans les dernières années. Puis le livre d'Alice est tellement rough qu'il y a des affaires que... Pas que je dis que ça passerait plus parce que c'est quand même bien écrit pis tout, mais tu sais, comme exemple, Alice se fait violer 3 fois dans BD. Ouais. C'est un peu intense. Ouais. Puis ça, j'étais comme... Puis tu sais, ce qui est weird, c'est que à force de sketcher un personnage, de le dessiner dans plein d'angles, tu te l'appropries, puis ça devient... Tu sais, par moments, c'est ma fille, des fois c'est ma blonde, des fois c'est ma soeur, des fois c'est moi, tu sais. C'est jamais ma grand-mère, par exemple. C'est jamais ma grand-mère. Mais, tu sais, fait que là, t'es comme, tu la mets d'une situation, puis Chris, ça te fait mal, la style de la dessiner. Fait que là, j'étais comme, moi, les 3 viols, comment qu'on pourrait faire ça pour que ce soit de bon goût, tu sais? Ouais. Puis ce qui est incroyable, c'est que ma blonde est metteur en scène, puis elle a écrit un show en même temps que j'étais en train de travailler sur Alice, sur le découpage. Puis son show traitait du consentement sexuel. Puis dans son show, il y a une scène de viol. Okay. Fait qu'essayer de nous imaginer, genre, on est en cuisine en train de faire la vaisselle, puis c'est comme, toi, comment tu fais ça, une scène de viol? Ouais. Puis finalement, tu sais, comme, j'en parle là, le thème est lourd, mais c'était comme super beau parce que j'avais un feedback de ma blonde qui était comme, ben moi, je le montre pas, je le suggère. Ouais. Puis là, ça fait, hostie, c'est ça. Fait qu'il y a des moments de la BD qui vont être super graphiques, qu'on va voir. Puis je pense que c'est important de faire la distinction aussi. Il y a beaucoup de sexualité hot dans la BD aussi. Mm-hmm. Fait que de pas mixer les deux, puis de pas tomber dans l'exploitation, tu sais. Parce que ça arrive souvent qu'au cinéma, mettons, il y a une scène de viol, mais moi, ça me turn on. Puis là, c'est pas normal, ça. Genre, je pense à, mettons, un film... je sais pas quoi, tu sais, que c'est super bien filmé, la fille est super chic, puis là, elle se fait arracher les bobettes au ralenti, puis là, t'es que, ouais, c'est pas supposé. Ouais. Je suis supposé être horrifié, là, en ce moment. Je suis pas supposé faire comme, tu sais. Non, c'est ça, faut pas glorifier ces moments-là.
Puis, c'est souvent ça qui est reproché dans ces trucs-là, là, quand ça c'est passe le mal. terme qu'on appelle ça, c'est le male gaze. Donc, de regarder une situation avec le regard masculin qui est comme tandis que c'est pas supposé être ça du tout. Ouais. Fait que ça, je voulais absolument pas tomber là-dedans puis faire comme faut que ça soit de bon goût en fait. Mais faut que ça soit choquant aussi. Ouais. Fait que les moments de gore ils sont très explicites, les moments de sexualité, je vais dire positif parce que c'est quand même weird, ils sont très explicites aussi, il y a rien de censuré. Mais tous ces moments-là de violence sexuelle, c'est suggéré. Puis faut pas que ça devienne une patente aussi juste pour vendre, de mettre du Ouais. gore pour du gore dans une BD. Faut que ça serve l'histoire. Puis comme tu as dit, Sinon, ça devient de l'effet. Là, ça ben, devient c'est genre, ça vient de hey, check, ce qui est hot dans ma BD, c'est qu'il y a des têtes qui explosent, là, Ouais. alors que Puis, c'est plus que ça, mettons. Nuance parce que faut que ça appuie j'aime l'histoire. ça aussi, ça. Ben, Ok. Ce qui est de l'exploitation extrême puis qui est fait pour choquer puis qui est fait pour juste provoquer, Ben, c'est si du punk rock, c'est Si du c'est death assumé, metal. si c'est assumé, C'est oui. ça. Mais faut pas que ça soit une patente que tu mets dans une autre œuvre pour Exact. faire vendre ton œuvre alors que c'est pas ça. C'est sûr que justement, ça peut être un gros trip gore, un métal hyper violent. Mais rendu là, c'est une proposition. Là. C'est C'est ça, comme. ouais. T'aimes ça pour ce truc de truc-là. Ok. Ouais. Ben, rentrons dans le fond, je pense que c'est une bonne porte d'entrée vers les différents styles. Comment qu'on. Mettons, je vais me positionner comme étant le noob ultime là, de BD. Comment on classifie j'imagine il y a de l'horreur, il doit avoir en fait des grandes familles, là, si on veut. T'sais, vous, quand vous parlez entre BDiste ou auteur de Je sais romans pas graphiques, si Jake Comment vous va être classez d'accord ça? avec moi. Moi, souvent, quand j'ai des ateliers de BD, parce que ça fait partie aussi Ok, cool. du travail d'illustrateur, d'auteur, BDiste, de faire des animations dans les écoles, dans les bibliothèques, des ateliers de création de bande dessinée. Là, beaucoup d'entre nous le font plus ou moins régulièrement. Ok, je Puis savais moi, pas, mais c'est intéressant, ça. ce que je dis aux jeunes dans mes cours, c'est vraiment... C'est un classement parmi tant d'autres. Il y a de la BD de genre. Ok. Donc, tout ce qui est horreur, aventure, sci-fi, littérature de l'imaginaire, finalement. Il y a la BD humoristique, que ce soit du strip là, pour des journaux ou en album. Puis il y a de la BD d'auteur. Donc, une BD reportage, biographique, plus intimiste. Moi, c'est comme ça que je classe. Après ça, c'est sûr que dans chacun de ces genres-là, tu peux splitter, puis là, ben, d'un pays à l'autre, entre un manga puis un album cartonné européen, même si c'est 2 BD de genre, ben, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes formats. T'as le comic book américain aussi, qui est une autre game, mais pour faire ça simple, moi, c'est comme ça que que je le split, que je catégorise, c'est BD de genre, BD d'auteur, BD d'humour. Ouais. Ça vaut ce que ça vaut, là, mais... Tu fais bien, mais tu sais, c'est vraiment comme essayer de qualifier les genres cinématographiques. Ok. Fait que, je veux dire, une histoire, c'est une histoire. Après ça, après ton histoire, on va la placer quelque part. Mais tu sais, comme, c'est dur de dire, c'est quoi les genres qui définissent le cinéma. Tu fais que, ben, il y a des comédies, il y a des films d'horreur, il y a des... Je me demandais peut-être, est-ce que ça peut être relié à la façon d'illustrer, au style, mettons, d'illustration? C'est des mangas, on dirait que des mangas, moi, j'associe un style de dessin précis à ça. Mettons. Ben, moi, je le sépare souvent comme ça dans ma tête. Les 3 grosses familles, t'as européenne, japonaise et américaine. Ça, c'est comme les 3 grosses branches, mais à travers ça, il y a des milliers de sous-genres. Évidemment, ce que je fais la musique. Puis... C'est surtout à cause du format et du type de production. OK. Fait que souvent, les Européens vont passer 1 an pour faire un album. 50 de pages. 50 un album cartonné. Donc, c'est depuis toujours, c'est vu comme de l'art. OK. Donc, il y a des certaines lettres de noblesse, puis c'est comme parce que l'auteur va vraiment prendre du temps pour faire son œuvre. Du côté des Américains, c'est du serial, donc à chaque mois, 22 pages. Peu importe, tu sais, comme après ça, évidemment, il y a des exceptions, il y a des sous-genres, il y a des gens qui vont passer 1 an pour faire. Mais c'est le format standard, mettons, donc qui se rapproche plus du comic book. Fait que là-dedans, on en retrouve, tu sais,
C'est des petits autant... feuillets là, qu'on voit, là, Ouais. qui sont... C'est ça, là, c'est souvent des affaires de collection, là, c'est des petits feuillets dans un truc en plastique. C'est ça. Fait que, C'est tu sais, il y a des autant... affaires de collection, mais c'est super cheap en même temps. Ouais, C'est c'est quand ça. même drôle, là. Tu sais, t'as autant du Spider-Man que du Sin City que du Archie, mettons. OK. Grosse catégorie, mais tu sais, avec plein de sous-genres. Puis la troisième, c'est le manga qui est en fait souvent une production encore plus intense. En fait, c'est eux les plus animal. intenses. Si on pense que les Américains font une vingtaine de pages par mois, eux, ils font ça à peu près par semaine. Par semaine. Noir et blanc. Et le... OK. Ouais, et... La couleur, ça joue un gros rôle en termes de rajouter du temps. Ouais. Ok. C'est quasiment 50% juste du time, là, tu sais, comme du temps que tu vas mettre. OK. Mais les Japonais, ça, vont faire comme une vingtaine de pages par mois. Par Puis semaine. ça, c'est par semaine, excuse. Et ça, c'est recueilli dans un espèce de gros bottin de téléphone qui est vendu à chaque semaine, imprimé super cheap en noir et blanc, où tu as plein de chapitres de plein de titres différents, mais qui sont Ok. regroupés souvent par groupe d'âge. Donc, Ok. tu vas acheter un gros bottin pour les kids de 12 à 14 ans. Tu vas acheter un gros bottin pour les mères monoparentales. Tu vas acheter un gros Ok. bottin pour les businessmen qui tripent sur tel genre d'affaires. Fait que tu sais, c'est très précis Pour le public cible. pour le public cible. Et là, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui, mais à une certaine époque, tout le monde lisait de la BD là-bas. Tout le monde, Tu tout sais, le ça, monde. c'est jetable. Tu as des machines distributrices dans le métro, tu le pognes, tu le finis, tu le jettes à la poubelle. C'est puis, ça. Fait que tu sais, c'est une autre culture, donc tu approches le médium différemment. Puis tu sais, si tu penses, mettons... Mais un la BD moderne a commencé un peu comme ça aussi en Europe, par exemple. Ouais. Dans des pilotes, dans des Spirou. C'était à chaque mois, c'était pas à chaque semaine. T'avais un 5 pages de ton, un 10 pages de ton Lucky Luke. L'histoire continuait après, le mois d'après. Puis à un moment donné, ben, quand c'était fini, il faisait un album avec. Je me souviens d'avoir eu des recueils, moi, de BD Spirou, européennes. là, des, C'était plus épais. Puis il y avait un peu de tout. Il y avait Marsupilami, il y Ouais. avait Spirou. Mais t'as raison. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vraiment vraiment le- vrai, ouais. Mais c'est Le ça même qui modèle. était. C'est-tu la façon de le consommer qui était la prédominante ou c'était des recueils qui existaient? Parce que, mettons, aussi au Japon, c'est-tu comme ça? C'est vraiment de même que le monde le consomme? Ouais. Plus que c'est un recueil qui sort. Tu sais. Il y a comme C'est la ça, nuance entre les deux. Là. c'est que en fait, au Japon, mettons, les recueils vont sortir, ce que nous on connaît, les petits mangas, mais ceux qui vont les consommer, c'est vraiment les gens qui ont trippé sur la série. C'est comme se taper une série sur HBO puis s'acheter le coffret après parce que tu le veux, tu sais. Ah, ok. Mais Ok. les gens en général vont écouter Game of Thrones sur HBO, tu sais. Ouais, parce que de semaine en semaine, tu veux lire la suite. Ouais. Fait que tu sais, tu veux pas attendre un an que ce soit mis, que ce soit recueilli en album. Puis ça se peut que ça le soit pas aussi. Si à un moment donné la série est annulée, si c'est pas assez bon, ben il n'y aura jamais rien d'autre qui va être fait avec ça. Mais la différence majeure, c'est vraiment dans le terme, à cause de la production est si différente, c'est l'histoire est racontée différemment. Ok. Fait que, admettons, dans un album européen, vu que tu as moins de pages, d'une case à l'autre, il va se passer beaucoup de temps entre Ok. les cases. Tu vas avoir beaucoup de cases par page, souvent. Au Japon, c'est l'inverse. Vu qu'ils produisent vite, tu vas avoir parfois, tu sais, je vais donner un exemple, dans un manga qui s'appelle Lone Wolf and Cub, qui est incroyable, qui est un manga pour adultes, très inspiré de Kurosawa, ou tu sais, pense à l'ambiance des vieux films de samouraï en noir et blanc. Ok. là. Ben, c'est un film à la base. Non, c'est un manga à base qui est devenu un film, une série de films en fait. Il y a un chapitre qui rouvre, qu'on voit un arbre avec une feuille morte qui tombe et qui tombe dans une rivière. Puis on va suivre la feuille dans la rivière. Fait que là, tu tournes des pages. Là. Puis là, tu vois qu'il y a un oiseau qui vole, puis que la feuille, elle continue. Puis là, tu vois qu'il y a une petite chute, puis là, la feuille tombe là. Puis finalement, genre, après 7-8 pages, là, tu sais, silence, la feuille va arriver, puis va s'atterrir, genre, au pied d'un personnage. Puis là, la caméra va monter pour révéler le personnage. On vient de passer 20 pages juste sur une feuille morte. Le rythme est beaucoup Le plus rythme lent. est complètement différent, tu sais. Ok. Fait que, tandis que dans une BD européenne, ben souvent même... T'as 46 pages, là. Fait La que contrainte ça. d'espace fait que tu fais avancer ton histoire beaucoup plus T'as rapidement. des gros Exact. jumps. Tu finis une scène, tu tournes la page, whoop, t'es rendu dans un autre lieu. Puis avec les indications de temps, 3 jours plus tard. Fait que tu sais, l'histoire, ils l'ont fait avancer juste en tournant la page. Fait, parce que t'en as moins, finalement. Mais toi, Ali, c'est quoi tu considérais
ton format, mettons, dans les 3 grosses familles, t'es plus proche de quoi? Du comic book. Ouais. Par rapport à ce que je fais, déjà le format, c'est ce format-là là, en termes de dimension de page. C'est sûr que c'est pas pensé. Voilà. Ouais. Fait que si tu compares à des comic books à côté, c'est pas mal la même chose. Je suis fier de dire que c'était ma première expérience de lecture au Geekfest. Ever. Ah ouais, de BD? De BD. Pour vrai? Ben oui, mais je connais pas. C'est pas vrai, quand j'étais petit, j'ai lu des trucs de Spirou, là, mais une vraie. Je m'engage dans un truc qui est pas pour moi, genre. J'allais dire niché, mais c'est pas le bon terme, là. Tu sais, qui est plus adulte, plus adulte, c'est ça? Puis c'est la première fois, puis j'ai vraiment aimé ça. Là. Cool. Fait que, ouais. Je suis super content. Ah oui, non, c'est vrai, c'est vrai, je te l'avais pas dit. Merci. Parce que je savais que t'en lisais pas beaucoup, mais de dire que là, c'est la première fois comme en tant qu'adulte que je prends une BD. Ben, je tenais à le faire, je trouvais ça super important, puis surtout parce que tu me l'as dédicacé au Geekfest, puis tout ça, puis j'étais comme, j'étais super content de m'engager là-dedans. Mais ouais. Fait que, tant mieux. Oui, je dois te tâter quand je vais fermer les caméras. Je te tâterai sur. Ben oui. Fait que, je dirais qu'en termes de format, c'est pas mal vers ça que je m'identifie le plus. C'est sûr que la publication, c'est pas publié en fascicule là, de 22 pages là, par mois. Là. C'est quand on a une 60aine de pages, là, on fait un album. Fait que le style de publication n'est pas pareil, mais en termes de rythme, en termes de découpage, nombre de cases par page, c'est vraiment plus proche de ce qui se fait aux États-Unis que de ce qui se fait au Japon ou en Europe. Mais ça, au Québec, on est chanceux là-dessus parce que on a tellement d'influences qui viennent de nos voisins du Sud, qui viennent de nos cousins en France, le manga aussi. On a grandi en regardant des animés à TV, même si on ne savait pas que c'était des animés. À l'époque, là, les Cités d'Or sous le signe des Mousquetaires, Rémi et tout. Fait qu'on a absorbé les codes sans s'en rendre compte. C'est ça, on a vraiment un paquet d'influences. Je pense que tranquillement, pas vite, il y a une BD québécoise qui va trouver son ton ou pas, qui va continuer d'être mais on est plus ouvert. Est-ce que le public québécois est ouvert par rapport à... Je pense que oui. Ouais. Toi, ton style que tu définirais, t'es plus proche de la question que tu as posée, t'es proche de quel... Je pense que s'il faut choisir dans les 3 grosses familles, c'est une question un peu piège parce que c'est un mix évidemment des 3 d'inspiration. Mais moi aussi je pense à cause du format, ce serait plus le comic book américain, puis mais j'aimerais ça faire un manga. J'aimerais ça faire ma scène de la feuille morte là, qui dure pendant 40 pages là. Parce que je trouve que c'est tellement immersif quand tu lis ça là, puis tu tournes les pages, il y a un rythme de lecture, tandis que je sais pas, des fois ça me fait chier quand il y a trop de texte une page parce que ça ralentit le rythme. OK. Ce qui est drôle, c'est que au cinéma tu vas contrôler le temps avec ton montage, avec tout. En BD, c'est le lecteur qui décide combien de temps il passe. T'sais. Fait qu'il y a une espèce de maîtrise à apprendre qui est comment je fais pour contrôler le lecteur, puis comment je fais pour le faire rester là, parce que je veux que ce moment-là il dure plus longtemps. Puis souvent, c'est à travers le texte qu'on va faire ça. Le texte, à travers le nombre de cases aussi. Ouais. Tu sais, un exemple que je donne souvent quand je fais des ateliers, mettons, tu reçois le scénario, puis il est en train de jouer à PlayStation, il se lève, il va dans la cuisine, prend un verre de Pepsi, il revient. Tu peux le montrer en 2 cases, 3 cases. Là, tu vois juste le bonhomme qui pose la manette, puis il sort de la case, il revient à la case après, il a son verre de Pepsi, mais tu peux y faire peser sur le bouton, il se lève debout. C'est pas facile. Il s'en va dans la cuisine, il marche pendant 3 cases. Il ouvre le fridge, il regarde dans le fridge, il prend un verre de Pepsi, se le verse, il revient, pose son verre, se rassoit. Fait que, tu sais, c'est la même scène, mais vraiment, tu sais, il y en a un, c'est un événement parmi tant d'autres, ça prend 30 secondes. Puis l'autre, ben, tu mets du temps là-dessus, tu as plein d'informations. Fait que ça change le ton de l'histoire. Comme tu dis, tu vois que, OK, genre, si tu as mis 20 cases, 10 cases à montrer ça, c'est parce que c'est long, c'est parce que c'est plate, sa vie, tu sais, c'est pénible. Fait que ça revient à ce qu'on disait en début d'émission, ton découpage, ton storyboard. C'est vraiment là que tu vas venir contrôler le rythme. Puis, fait que pour justement jouer avec ça, est-ce que plus que tu as de cases, plus que naturellement le monde va y aller lentement? Parce que est-ce que ben vous essayez de le texte diriger... aussi, il joue pour beaucoup, comme tu disais. Parce que
Est-ce qu'il faut que tu penses dans le fond, parce que en le disant, c'est ça que je me demandais, la façon dont les cases étaient placées pour le texte et tout ça. Est-ce que là, il y a un chemin que vous devez anticiper? Oui. C'est con, mais... on était en char, puis je t'expliquais, on revenait genre du TCAF, puis je t'expliquais genre, pour Alice, j'aimerais ça pas faire de bordure de cases, puis t'étais comme, hey, c'est risqué ça. Je suis comme, ouais, mais je vais respecter, tu sais, le chemin de l'œil, puis là, j'étais comme, tu sais, c'est comme un S, mais à l'envers, puis t'étais comme, un Z, Jay? Ouais. J'étais comme, ah ouais, c'est ça, ben oui. Parce que, naturellement, tu pars de gauche à droite, de haut en bas, fait que tu vas faire un espèce de... Ou un S à l'envers. Ou un S à l'envers. Mais ça, un 5 à l'envers. Un 5 à l'envers. Ouais. OK. mais oui, tu sais, justement, tes bulles, tes phylactères, pour utiliser le vrai mot scientifique, c'est des éléments visuels qui sont quand même très forts. Tu sais, t'as tout ton dessin en couleur, puis là, t'as des gros spots de blanc avec du texte, fait que ton œil, tout de suite, il va aller vers ça. Puis c'est pas tout le monde qui vont s'attarder nécessairement au dessin. Même surtout sur une première lecture, il y en a qui ils vont direct au truc. Fait que c'est important de se faire un S à l'envers pour que justement le regard il suive. Tandis que si tu mets toutes tes bulles, tous tes phylactères collés à gauche ou à droite d'un bord, ben l'œil il va aller là, puis il va tout aller les lire. Puis ton action qui va se passer de l'autre bord, il va moins y porter attention, fait qu'il faut vraiment promener son regard. OK, puis ça, c'est quelque chose c'est-tu des vraies notions, ou c'est de l'instinct, ou c'est quelque chose qui s'apprend, ou c'est des choix? Ben moi, c'est quelqu'un qui me l'avait montré. C'est ça, OK. Donc, ça existe pour vrai. Il y a de la théorie autour de ça, de comment disposer tes trucs pour... Tu sais, il existe plusieurs écoles de BD. Moi, je suis autodidacte. OK. Fait que, je sais pas. OK. Ben, comme à peu près tout le monde, là, à part ceux qui sont allés... faire le bac en BD, là, à l'université. Fuck, yeah. Mais ouais, moi, c'était à l'époque quand je louais une place en studio Lunac. Une place, là, les artistes, ils se louent un petit espace de travail, puis t'es pas tout seul, puis t'échanges beaucoup. Puis il y avait Tristan Rouleau, qui est un auteur européen qui fait la série Les Gobelins, il a fait Edge Fund, puis il est super cool, le gars, puis même si c'est pas un dessinateur, il a vraiment l'œil. Puis justement, c'est lui qui m'avait donné ce petit truc-là du Z, de vraiment contrôler le regard du lecteur pour être sûr qu'il manque rien. Parce que si tu fais juste lire le texte aussi, des fois, il y a des trucs qui sont pas dits, qui va se passer. Quelqu'un qui va sortir un couteau de derrière sa poche, des petits détails subtils en background. Fait que si tu te fies juste au texte, des fois, tu n'auras pas toute l'information, parce que le visuel... Tu peux ne pas saisir l'intention d'un dialogue, parce que tu vois pas que c'est vraiment important de bien faire balayer la page, autant que possible. Là, Est-ce que ça arrive des conflits entre... Y a-t-il beaucoup de conflits entre l'auteur du texte et la personne qui illustre? Ça arrive beaucoup dans le sens où qu'est-ce qu'on monte, on en dit trop, on devrait en dire moins, en montrer plus. Est-ce que... Ou c'est tout ça le travail d'équipe? C'est tout ça l'espèce de... C'est comme n'importe quoi, okay. Ça dépend des personnalités, mais tu sais, moi j'ai travaillé souvent avec un scénariste, un ami, Dominique Carrier, puis je le niaisais tout le temps en disant genre, mais tu sais, à la fin de la journée, c'est moi qui décide, hein? Fait que tu sais, même si tu veux pas que j'y fasse un chapeau de même, c'est moi qui décide pareil, puis il était comme, oh! Puis évidemment, on n'a jamais eu de conflit, là. Mais tu sais, c'est comme... Je comparerais ça... Ben, je disais conflit, mais je voulais dire... débat. Ouais, genre qu'il faut s'entendre sur ça, parce que en dire trop, en écrire trop, en montrer pas assez, ou l'inverse. C'est chaud dans le tel. La réalité de n'importe quelle forme de storytelling, c'est... Tu montres pas ce que t'es en train de dire. Ouais. Sauf dans les années 90. Là. Ouais. Là, il avait une narration qui décrivait vraiment tout. Là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Tu sais, les vieilles BD même des années 60, mettons, de Spider-Man, qui dans sa bulle, il est comme « Ah, je suis en train de regarder qu'il y a un vilain là. » Puis que, tu sais, c'est une autre époque aussi. Là. Mais... Être sûr que tout soit clair. C'est ça. Tout le monde est à jour. Et voilà. Puis ça a changé quand même relativement... ça fait quand même longtemps que ça a changé, ça. Je te dirais dans les années 80, quand Alan Moore est embarqué avec Watchmen. Ouais, je sais pas. Tu regardes tu lis des vieux Spawn, là, où... il te l'explique en maudit, ce qu'il fait. Là. Ouais, non, mais c'est sûr qu'Alan Moore il est arrivé avec d'autres choses dans les années 80, là, puis il aurait défini un peu le genre. Oui, c'est ça. Il a changé la game complètement. Là.
Alan Moore, c'est lui qui a écrit Watchmen. Oui. C'est lui qui veut pas voir aucune adaptation d'une de ses BD. C'est lui aussi qui a écrit Il veut pas. Il veut plus. Ouais. Il veut pas, et non seulement il veut pas que son nom soit sur le produit, et il veut pas recevoir aucune redevance. Puis il demande qu'au lieu, l'argent soit allé à son co-créateur, donc le dessinateur. Puis c'est lui qui a écrit Watchmen, V for Vendetta, From Hell, La League of Extraordinary Gentlemen, ce qui est un chef-d'œuvre, même si le film est dégueulasse. Ben tu sais, en fait, pas beaucoup de ces adaptations cinématographiques sont réussies. Moi, j'ai quand même aimé V for Vendetta. Moi aussi, Watchmen, c'est une très bonne adaptation. Watchmen était correct, mais j'y ai repensé dernièrement parce que y a la série HBO de Watchmen que je te parlais qui me fait capoter. Ça a rapport avec la BD, là. Ouais. Ok, parfait. C'est qu'en fait, c'est la suite de la BD, mais à notre époque. Donc, Watchmen se passe en 84, 87, en tout cas, mi-80. C'est comme si les événements de la BD étaient arrivés dans les années 80, mais là, on est en 2019. Fait que, tu sais, pense à quelque chose qui est arrivé dans les années 80, ben c'est pas toute la société qui est au courant, mais les répercussions que ça a eu sur notre vie, puis sur le gouvernement, puis sur... C'est vraiment bien fait. Je le conseille à tout le monde. Dans la série, c'est quelle fin qu'ils ont gardé? La fin avec le gros monstre dans la BD? C'est la fin de la BD, ouais. Okay. Exact. Puis ça m'a fait réfléchir sur le film de Zack Snyder. Parce que j'étais comme... Pourquoi il est bon le film? Puis c'est quasiment une adaptation plan par plan. Là. Il était très proche de la BD. Il me semble qu'il avait-tu été mal reçu? Ou ça avait juste... Ça dépend passé, genre. Okay. Genre, la plupart du monde était comme... Chris, il a quand même réussi à faire de quoi qu'on disait pas filmable. Ouais, c'est casse-gueule comme projet. C'est puis il a réussi. Book, là. Mais il y a quelque chose qui sonne faux. Puis j'ai comme vu un truc YouTube par rapport à ça. Puis j'étais comme, asti, c'est vrai de ça. C'est que dans l'univers de Watchmen, dans le fond, l'intention de Alan Moore quand il a écrit ça, c'était comme, imaginez que les super-héros seraient vrais. Ouais. Ça serait quoi? Ça serait pas awesome. Ça serait un peu pathétique. Ouais. Ça serait un peu triste. Puis, ça serait un peu du monde fucked up qui ferait ça, tu sais. Souvent, du monde qui n'ont pas d'hygiène personnelle ou qui sont incapables d'avoir des relations sociales ou qui sont dans leur tête, dans leur fantasme. C'est quoi le quotidien d'un super-héros? On le voit tout le temps, dans le fond, quand il sauve du monde, mais on le voit pas. Exact. Puis on pense pas à qu'est-ce qu'il y a dans la tête, tu sais. On assume que tout ce monde-là sont du bon monde, mais... Alors, sont toutes faut être fucking là. Si tu te déguises dans un suit la nuit, c'est ça, puis péter des gueules à du monde dans la rue, faut que tu sois fucké, là. Fait que c'est ça que ça approchait comme... Belle prémisse. Ouais, c'est ça. Puis Alan Moore l'a réussi. C'est vraiment brillant, c'est vraiment intelligent. Puis tu sais, il y a évidemment plein de nuances, plein de personnages différents. Mais le film de Zack Snyder approche ces personnages-là comme s'ils étaient hot. Je trouve pas. Ben non, tu vois que c'est des pauvres types. Pas du tout. Si tu réécoutes le film, là... Non, mais j'aime ça, il y a déjà des débats, là. check ça, OK? Juste l'intro. Les super-héros commencent à se battre et tu sais, comme il y a un coup de poing qui est donné dans une poutre et la poutre explose. Fait que tout de suite, ça l'envoie comme message, ces gens-là sont surpuissants. Ce qui est l'inverse de la BD originale. T'sais, la BD originale, il y a un personnage qui se fait tuer parce que sa cape reste pognée d'une porte qui tourne. Fait que c'est un peu genre, ok, si tu te fais tirer, tu meurs. Là. C'est non, pas, je sais pas, je trouve l'intro montre une certaine âge d'or de ces super... pas ces super-héros-là, mais de ces héros-là. Ils ont connu la gloire quand même. Puis là, après ça, ben, ça s'en va vers la déchéance. Une héros, une lesbienne, finalement, elle se fait assassiner parce qu'elle est homosexuelle. Puis bon, c'était dans les années 60. T'as l'autre qui meurt avec sa cape pognée dans le tourniquet. Fait que, tu sais, ça montre une certaine heure de gloire. Puis après ça, je trouve que ça s'en va plus vers la déchéance. Puis les héros que tu suis dans les années 80... qui sont un peu semi-retraités, tu vois qu'ils sont tous dysfonctionnels, puis que c'est des pauvres types qui sont tout seuls, qui ont de la misère avec leur relation. Moi, je trouve, j'ai vraiment trouvé que c'est une bonne adaptation. Ouais, là. mais, moi, moi, je suis d'accord avec toi pour l'intro. L'intro, c'est du film, là, c'est avec la tune de Bob Dylan, là, c'est malade. Okay. Juste ça, c'est comme un court-métrage qui est fantastique, là, c'est magnifique. Mais par après, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Okay. Je trouve qu'il y a un regard comme
comme on parlait tantôt du male gaze sur mettons, une scène de viol, je trouve que là, il y a comme un geek eye view sur quelque chose qui devrait être triste et un peu pathétique. Okay. Mais c'est super bien éclairé. Night Owl, il y a des gros pecs. Tandis que c'est supposé être un gars comme en spandex, un peu weirdo. Ben, il est bedonnant, il vit tout seul. Hey, c'est moi qui ai raison. Il est pas capable d'avoir de relations sexuelles, à moins de mettre son costume, tu sais, pour dire à quel point il est fucking. Hein. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble une soirée de... c'est ça, j'allais dire. Ça, c'est exactement ce à quoi je m'attends de... Je rajoute des shots là-dedans. Là, ouais, c'est ça. Je suis sûr que ça va être rempli de commentaires de « Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que... » Ben, c'est moi qui ai raison. Moi, je vais me fier là-dessus. C'est beaucoup plus simple pour moi. Ben oui, moi, je le fais pour le plaisir de la chose. M'ostiner. Mais je sais que ça sert à rien. Ultimement, c'est ça. C'est pour faire plaisir aux autres de les laisser se battre. Je vais continuer. J'ai écouté des podcasts cette semaine. Je veux pas te couper. Non, vas-y, coupe-moi. Puis j'ai écouté un épisode que t'as fait avec Charles Beauchesne puis Guillaume Wagner. Puis vous avez parlé de Star Wars quand même pas mal. Et ça, c'est une discussion qui revient beaucoup entre lui et moi. Mais t'as mentionné aussi que toi, tu capotais sur la sci-fi. Ouais, j'adore ça. Je suis un fan depuis je suis tout petit. Ouais. Ben, ok, mais... Même série B, là, genre. Ouais, ok. C'est quoi, mettons, les trucs qui t'ont plus marqué sci-fi? Stargate, okay. Là, tout ce qui s'est fait de Stargate, les 10 saisons de la série originale, Atlantis, après ça, Universe, qui ont essayé de faire comme un espèce de Battlestar Galactica, là, version Stargate. C'est un peu de même, je le voyais, là, c'était comme plus psychologique, plus lent, plus ça. Ok, oui, ça, je connais pas, moi, cet univers-là, pas en tout. Pas beaucoup. Je voulais, en fait, te donner une BD qui était dans le même genre, tu sais, comme si, mettons, tu m'aurais dit... Ah, j'ai vraiment trippé sur Blade Runner. Ben, je t'aurais dit, peut-être Akira. Genre... Ben, j'en ai une plus sci-fi, parce que je suis allé à la librairie Z, qui est sur Ontario. Loin, hein. Ben, je vais en name dropper. Shout-out à la librairie Z. Ouais, pour vrai, super cool. Ils m'ont conseillé une coupe d'affaires, puis tu sais, j'ai acheté des trucs en sachant pas ce que j'achetais, là. Fait que je les ai même pas encore lus, là. Moi non plus, je sais pas c'est quoi aussi, tu sais, c'est quoi ici? J'ai vu Les Misérables de Samuel Quentin. Ça, montre la caméra, BD, là, c'est incroyable. Samuel Quentin et Les Misérables, je sais pas. C'est une des BD les plus drôles que j'ai lues de ma vie, si c'est pas la plus drôle. Ouais. C'est génial. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit aussi, là. Fait que je me suis pas embarqué là-dedans encore. Ça, c'est Adrian's Wall, que je connais pas du tout. C'est du sci-fi... Je sais pas, j'ai vraiment juste suivi les conseils. Ben ouais, c'est ça a l'air que c'est super drôle, c'est vraiment absurde. J'ai du temps qui m'avait parlé de ça. Mais tu sais, je te dirais, garde en tête que c'est comme si tu découvrais un nouveau médium, donc c'est comme si tu découvrais la musique. Mais c'est comme ça que je prends, honnêtement. Ça se peut qu'on te pitche des affaires, puis t'es comme, non, mais tu sais, ça veut pas nécessairement dire que t'aimes pas ce style-là, c'est juste... Moi, si, mettons, je connaissais pas la musique, je me faisais pitcher Nickelback... Peut-être que je ferais comme ça donne pas c'est ça que vous aimez, vous. C'est ça. Mais super, je vous laisse dans votre petit monde, je vais continuer à lire des livres. Je vais continuer d'écouter mon électroacoustique avec mes bruits de... C'est bien plus intéressant, ça. Mais oui, mais je comprends parfaitement toutes les nuances qu'il peut avoir là-dedans. Puis c'est ça que je trouve beau aussi, mais on parlait de Star Wars, justement, tu parlais dans l'épisode, puis c'est que j'aime ça m'ostiner par rapport à ces affaires-là, en même temps que j'aime ça de plus en plus juste faire comme hey, c'est ce que c'est, puis personne n'est obligé de créer quoi que ce soit pour que je le consomme, fait que je vais me calmer, là. Tu sais, on dirait que quand t'aimes vraiment quelque chose, on dirait qu'ils te doivent de quoi, puis là t'es comme non, non, rien, c'est moi qui aime ça, mais eux autres ils me doivent comme l'attitude toxique du geek, là, j'ai tellement investi ils ont détruit ma franchise, t'es comme, c'est pas à toi, non, ça a jamais été à toi, c'est pas à toi, pis ce que t'as aimé avant, c'est encore là, si t'aimes pas la suite, c'est tout ça, là. Par contre, j'amènerais juste une nuance, parce que je compare ça à quand ils refont un film qu'on a aimé, là, ils font ça beaucoup, là. Puis là, ça nous fait chier parce que c'est pas aussi bon. La seule différence, c'est quand ils font quelque chose qui est peu connu et que là, c'est mal fait. Ça me fait chier. Genre, à chaque fois que je parle de League of Extraordinary Gentlemen, qui est une BD d'Alan Moore, moi, c'est une de mes BD préférées. J'ai capoté là-dessus. Tout le monde, quand ils y pensent, ils ont un souvenir flou du film, puis ils font « Ah, non, mais... » Ou, je pense à Ghost in the Shell.
le dernier remake avec Scarlett Johansson, le monde sont comme, ouais, je l'ai vu, c'était cool. T'es comme, non, tu comprends pas. Il y a pas eu un scandale parce que le personnage n'était pas asiatique. Ouais, c'est ça, c'est ce film-là. whitewashing, ouais, c'est en plein ça. Là. Il appelle ça du whitewashing. Ouais. Ouais. Ben, c'est bizarre, là. Ben, je comprends absolument. Tu sais, je veux dire, ça sert à rien l'histoire. Dans l'origine, c'est au Japon, c'est un escouade de police japonaise. Dans le manga, puis dans le long métrage en animation, tu sais, c'est une japonaise, une androïde, là, mais dans un corps qui est basé sur des japonais. Puis dans BD, ils ont voulu, dans le film, ils ont voulu mettre Scarlett Johansson parce que Scarlett Johansson. Puis ça, quand c'est niché ça fait de même, chier puis... quand c'est niché parce que tu dis, hey, moi, Ghost in the Shell, genre, je trippe vraiment là-dessus. Puis là, le monde, il pense au film. C'est comme, Ça me gosse un peu. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, quand j'ai vu ça, j'ai pas crié au scandale. Puis tu sais, j'étais pas, ils ont détruit mon œuvre que j'aime tant. Parce que le film d'animation qui me fait tripper, j'ai pas lu le manga. Mais le film d'animation qui m'a fait tripper, il est encore là, il est intact, tu sais. On m'avait dit que Jack Reacher, le film là, avec Tom Cruise dedans, qui en ont fait 2, je pense. Ouais. À la base, c'était une BD, puis dans la BD, le gars, il est comme. C'est un mastodonte, musclé, puis cote. Puis ça, déjà là, en partant, la proposition de casting fonctionnait pas du tout. C'est moi ça. 4 pieds 5. Toutes mes cascades, moi-même. T'sais, lui, c'est débile, hein. Il fait plus des films pour nous autres. Là. Il fait des films pour juste parce que je veux aller jouer avec mes amis. Ah, pis c'est plus que ça, c'est genre, tu sais, je vais me taper sur une roquette qui va partir dans l'espace, me faire parachuter d'un volcan, tu sais, c'est que... Il s'est vraiment strappé sur un avion pour Mission Impossible. Oui. C'est débile. C'est juste... Tu sais, je savais pas. Dis, le gars, c'est comme ça qu'il veut finir sa vie, là. Why not? Ben oui, c'est ça, exact. Why not? Je veux dire, pense au nombre de gens qui veulent pouvoir faire ça, ben oui, puis qui n'ont pas les moyens ou Lui, il est comme, ben, moi, si je veux le faire, en plus, je peux me rendre au point où je le fais. Je fais comme, vas-y, mon gars, fais tes affaires. Ben oui. Mais j'amènerais un autre point parce que on parlait de, ils ne doivent rien, style même des producteurs Disney, whatever. Puis évidemment, je suis super d'accord, mais je trouve ça super intéressant, la discussion que Martin Scorsese a créée dans les dernières semaines en parlant des... Puis quand on lit juste la grosse phrase là en tête, on pense que c'est méprisant, mais ça l'est pas du tout. Quand tu lis l'article, puis vraiment, tu comprends ce qui explique. Il dit que c'est pas du cinéma, c'est ça qu'il disait par rapport au film de Avengers, de Marvel. C'est ça, c'est que les gens ont stické là-dessus, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est pas nécessairement mal. C'est juste que Disney contrôle le monopole, puis ont le monopole, je veux dire, et ils veulent juste vendre des affaires. Donc, les films sont en fonction de... Ben, c'est ça, l'amusement park, là, c'est la machine à saucisse, là. Exact. On a quelque chose, puis on l'enfonce autant qu'on peut jusqu'à temps que... Ben, l'espèce de petite bébête dans Star Wars, là, l'espèce de petit oiseau dégueulasse. Là. Non, le petit Yoda, oui, là, mais genre l'espèce de... c'est dans l'avant-dernier, je pense. Je sais pas l'espèce de petit oiseau que les porgs. Les porgs, là, qui servent juste à comme... à vendre des toutous de porgs, là. Ouais. Puis même, je veux dire, que l'industrie est rendue dominée que par... Je veux dire, tu sais, hey man, essaye de t'imaginer, t'es un producteur indépendant ou un réalisateur, tu sais, qui veut faire un film et sortir ça au cinéma aujourd'hui, c'est impensable, tu sais. Si t'es pas Disney ou Warner, la plus grosse franchise qui appartient pas à Disney... tu peux pas réussir. Ouais. Sauf qu'en même temps, tu regardes tout ce qui se fait en streaming, c'est assez incroyable. Là. Je veux dire, le niveau de diversité des productions, autant Netflix que whatever. J'ai écouté un des shows qui m'a fait le plus capoter dans la dernière année, c'est Too Old to Die Young de Nicholas Winding Refn, c'est le gars qui a fait Drive. C'est un film de 14 heures. Évidemment, c'est coupé en segments de 1h30, mais c'est un long film. C'est comme ça, c'est malade, là. J'aurais jamais pu avoir cette expérience-là ailleurs que sur la plateforme de streaming. Oui, ben c'est ça, les nouvelles plateformes ont amené du contenu qu'on n'aurait pas eu v'là 20 ans. Puis ils vont... ça, c'est le fun. Juste pour revenir à Disney, ce qui est plate un peu, c'est que, tu sais, je veux dire, l'offre culturelle que le monde peut consommer, tu sais, elle reste limitée. Les budgets, à un moment donné, tu sais, il y a une limite à ce qu'on va mettre parce que... le monde ne peut pas consommer 24 heures sur 24 là, les productions.
faut que l'argent revienne, faut que ça paye. Puis tu sais, j'ai rien contre les films de super-héros, moi c'est un peu moins mon trip. Ce que je trouve plate, c'est que justement, c'est que ça monopolise beaucoup les budgets des grosses productions. Alors qu'il y a plein d'autres histoires originales qui pourraient être faites. Fait que mais tu sais, j'ai rien contre que ça se fasse, c'est juste que je trouve que c'est beaucoup ça qui nous présente là, depuis quelques années. Mais bon, le monde aime ça. Fait que tu sais, le producteur, puis il y a tellement d'argent aussi dans des productions comme ça. En produits dérivés et compagnie. C'est pour ça il y a de l'argent à faire, mais tu sais, ça reste des films qui coûtent cher. Fait que tu veux pas te planter. Fait que tu sais, mon Avenger, ma franchise, ça marche. C'est pas grave, tu sais, je peux mettre 100 millions, 200 millions sur le film. Je sais que je vais aller le chercher. C'est pour ça qu'il y a autant de remakes aussi, puis de reboot, parce que tu sais que l'histoire elle marche, que la formule est là. Fait qu'au lieu de pitcher 100 millions de dollars sur un film que t'as aucune idée si ça va pogner ou pas, ben tu y vas avec des valeurs Spider-Man aux 10 ans, puis avec tu changes de perso. Pour revenir à BD, justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de est-ce que il y a des exemples que vous connaissez de gens des illustrateurs de BD? Parce que ça ressemble tellement à un storyboard que c'est sûr que les réalisateurs ça doit s'entrecouper là. Y a-t-il des BDistes, réalisateurs qui ultimement tu fais comme mon film, j'aurais jamais l'argent pour le faire, fait que je vais faire une BD avec, puis ça devient quasiment, tu sais, c'est tellement proche, on dirait. Oui, il y a beaucoup de projets il y a quelques projets de BD qui ont été faits en BD parce que ça ne pouvait pas être fait en film parce qu'il n'y avait pas de producteur. Si on pense à Noé d'Aaron Aronofsky avec Russell Crowe. Oui. Ça, c'était un gros film épique. Oh, oui, l'histoire de la Bible, mais d'une manière un peu weird, fantastique, avec des golems de l'espace. C'est fucked up, ça. Mais à la base, personne ne voulait faire le film. Il n'y a aucun producteur qui y croyait. Fait qu'il a fait une BD qui est dessinée par un Québécois, Nico Henrichon. OK, cool. BD, gros succès commercial puis critique aussi. Fait que c'est après ça qu'ils ont dit OK, ben finalement, on va le faire ton film. Puis ils ont fait une daube, là, mais... C'est un débat aux États-Unis sur comment il y a beaucoup de BD maintenant qui sortent, qui sont en fait des pitchs de films. Ça existe. Écoute, tu sais, comme chacun fait ce qu'il veut, si ton histoire est bonne, moi j'aime ça. Mais pour revenir au storyboard, moi j'ai fait beaucoup, j'en fais encore, je fais beaucoup de storyboard, moi. Regarde Turbo Kid, c'est tellement un bel exemple. Turbo Kid, en fait, qui est un long métrage. C'est moi qui l'ai storyboardé au complet, puis c'est après qu'on a décidé de faire une BD. Fait que là, c'est l'inverse. Okay. C'est pas la BD. Le film est pas basé sur aucune BD, c'est l'histoire originale. Puis après, on a fait la BD. Puis t'as raison que c'est c'est les mêmes codes de storytelling si on se concentre juste au niveau du cadrage. Composition d'image. Exactement. Puis les deux se croisent. J'allais dire de quoi de niaiseux, mais j'ai oublié. Moi, je veux juste reprendre ce que tu disais, tu sais, qu'il y a beaucoup de critiques aux États-Unis, tu sais, qui disent que la BD, c'est finalement c'est du pitch pour des films. Tu regardes les BD de Marvel, c'est un peu ça, c'est de la recherche et développement. Ils perdent de l'argent Marvel avec leur bande dessinée. En ce moment? Ben oui. Oui. Okay. C'est... Ça fait des années, en fait, là, qu'ils perdent de l'argent sur les BD, même avec la shitload de pub qu'ils mettent dedans. Ils perdent de l'argent, mais c'est du développement pour des nouveaux personnages et des nouvelles storylines pour garder ta franchise en vie aussi entre les films. Là. Exemple, quand Fantastic Four était en production, ça appartenait pas à Marvel Studios de la production cinématographique. OK. Fait qu'ils ont cancellé les BD de Fantastic Four. Fait que, mettons, un fan qui est enthousiaste ou juste quelqu'un qui s'intéresse puis fait « Ah ouais, Fantastic Four, ça va sortir. Je devrais lire des BD. » peut rien trouver de ce qui se fait moderne. Là, on sait que Fox, le studio Fox, ont pu la licence des X-Men. C'est Marvel qui a repris ça. Et par hasard, cette année... en fait, c'est Disney qui a acheté Fox. Ça, j'allais dire Disney a acheté... Mais tu sais, c'est Marvel Studios qui vont reprendre la licence des X-Men. Et par hasard, cette année, il y a eu un énorme reboot des X-Men qui repart tout à zéro. Fait que là, quelqu'un qui fait « Ah ouais, les X-Men, ça va être cool, mais Chris, je connais pas la BD, je vais acheter ça. »
ben là, il peut starter... Fait que là, il y a une commercialisation qui fait que la BD peut devenir aussi une espèce de produit dérivé autant ça. que le reste. Ben, tu sais, c'est comme dans les années 80, là, avec les He-Man pis les Ninja Turtles pis tout, tu sais. Finalement, les cartoons étaient une pub pour vendre les jouets. Ouais. Mais les jouets faisaient que t'écoutais les cartoons, tu sais, comme... C'est un gros engrenage, là. Mais c'est ça, pareil. Il y a besoin de cash pour faire des affaires. Tout se tient en vie, tout se fait rouler. Puis là-dedans, ben, t'as des volets qui sont à perte. Mais tu te rattrapes sur tes films, sur tes jouets, sur tes toutous. Là. J'ai envie de vous poser des questions plus techniques par rapport à BD. Oui. Ça ressemble à quoi les frais? Les frais quand tu développes une BD, quand tu as besoin. Mettons, je pars de zéro, puis je veux la sortir qu'elle soit ses tablettes. Qu'est-ce qui coûte cher? Qu'est-ce qui coûte pas cher? Qu'est-ce qui est. Je sais qu'il y a la notion de temps là, que tu peux. Tu sais, ton temps là-dedans, là. Mais. C'est des cernes, c'est des épaules qui craquent. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de frais. Je veux dire, c'est ça qui est le fun de la BD, ça coûte pas très cher à produire. Puis, tu sais, que dans ta BD, tu as une scène d'une attaque d'une flotte de destroyers sur une station spatiale ou que ce soit 2 personnes qui jasent dans la cuisine, ça coûte la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est quand même plus long à dessiner. C'est que le dessinateur se fait chier. Ouais, l'autre. Fait que, ouais, Yves, dans Juste pour rire, c'était toutes des histoires de 4 pages, là, puis ça commençait tout le temps avec une grosse scène de foule dans tel contexte historique. Une foule en ville, tu dirais-tu que c'est l'affaire la plus chiante à dessiner? L'affaire la plus chiante que j'ai dessinée, c'était avant Far Out, avec Gauthier encore, on travaillait sur un autre projet. C'était des scènes de manif dans le trafic, dans le centre-ville. C'était dégueulasse. En plus, j'étais obligé de mettre plein de gens, de dessiner plein de gens, plein de chars, des buildings pour montrer que c'est au centre-ville. C'est ça. Puis c'était à Montréal. Des close-ups, c'est face dans ce temps-là. Ouais, mais des close-ups sur les... fait que oui, c'est ça. Il y a des trucs qui sont plus longs, plus compliqués à dessiner, mais en termes de frais, puis là, ben, ça dépend d'une personne à l'autre. C'est sûr qu'il y en a qui vont travailler full digital avec une tablette graphique, là, une Cintiq à 5000$, l'ordi à 2000$. Fait que c'est ça que ça te coûte finalement. Il y en a d'autres, ça va être papier, crayon. OK, par ça, tu numérises? Oui. Okay. Mais moi, j'ai envie de parler aux kids qui écoutent en ce moment, puis qui sont intéressés à faire de la BD. Attendez pas que Marvel vous écrive. Attendez pas d'envoyer vous. Faites-vous une propre BD auto-publiée. Écoute, c'est super facile. Tu peux aller voir ton imprimeur et demander qu'est-ce qu'il y a de besoin, mais sinon, je veux dire, tu fais des photocopies de tes affaires, tu plies ça en deux, tu broches ça, tu peux faire des lancements genre avec des amis ou il y a même des événements qui existent pour ça, genre l'Exposine ou tu sais comme puis d'aller dans la communauté du fanzine qui est vraiment comme c'est l'affaire la plus formateur puis l'affaire la plus diversifiée. Tu sais, il y a autant des fanzines d'ailleurs ce soir il y a un lancement. Mettons que je ralentis là. Fanzine étant des petits feuillets brochés, photocopiés. Fanzine, c'est Fan Magazine. Fait que ça vient de là. Fait que c'est de la presse indépendante dans le fond. C'est quelqu'un qui s'auto-publie sans un backing de maison édition. Une grosse distribution. OK, cool. Ben, à cette heure, le webcomic aussi donne beaucoup d'opportunités de diffuser ces trucs, même si tu n'es pas nécessairement payé au début pour le faire. Mais tu te fais la main, tu te fais ton réseau de contacts, tu te fais connaître. Puis c'est la meilleure manière d'apprendre parce que tout le monde a une saga. Tout le monde est que moi j'ai une histoire, là. C'est malade. Ça se passe 20 albums. C'est ça, en 20 albums de 400 pages chaque, puis le personnage à la fin, là, c'est malade. Mais tu sais que personne veut faire ça. Fait que si tu pitches ça une maison d'édition, là, tout le monde va faire comme non. Surtout si t'en as jamais fait. T'sais. C'est ça. Mais il y a des gens qui vont faire comme ah ouais, fuck it, j'ai fait ma saga, puis ils vont le poster sur le net. Ouais. Puis là, tu vois comme après 15 ans, ou même après 2 ans, t'es comme shit, ok, il est sérieux, là. Puis là, ça peut susciter un intérêt à travers des éditeurs. Fait que bref, la morale de l'histoire, kids, faites-en. Do it. Okay. Do it! C'est la même chose qu'en humour, tu sais, attends pas que je pour rire, il t'offre un gala, tu sais, va dans un bar, prends un micro, puis c'est ça. OK. Je me demandais au niveau des frais, genre, ça coûte cher, mettons, les imprimeurs, les relieurs, c'est tout ça qui coûte, c'est la distribution qui coûte le plus cher, comment ça fonctionne? C'est dans le partage des revenus, la grosse part du gâteau va au libraire, qui ramasse à peu près 40%.
du prix de vente. Les auteurs ont une dizaine de pourcents. Après ça, ben c'est l'imprimeur, l'éditeur, le distributeur. Mais ça peut. C'est le deal que tu négocies, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais c'est assez standard. Okay. Là, c'est rare qu'un entre 8 auteur... et 12% pour les auteurs. Ouais, c'est ça. C'est un auteur, c'est rare qu'il va avoir plus que 12-13%. Là. Ça, c'est des exceptions. Là. Mais tu sais, moi j'ai eu des deals que j'avais moins que ça. Là. J'avais des 6-7%. Ouais, ben là, quand on parle de 12%, c'est pour toute l'équipe. Là. Fait que le dessinateur, le scénariste, c'est pas le même. C'est un coloriste. C'est ça. Fait que faut que t'en vendes en tabarnak pour gagner ta vie avec ça. Je parle par les royautés uniquement. Uh-huh. Puis au Québec, c'est pas évident. C'est comme tu vas demander à n'importe quel écrivain. Comme, c'est rare les écrivains qui sont capables de super bien gagner leur vie. Je pense à Sénécal, encore une fois, c'est un peu une exception. Là. Mais il doit en avoir une dizaine. Parce qu'on n'est pas beaucoup au Québec. Fait que même si les gens aiment ça, même si tu ramasses 10% de la population qui est énorme, ben c'est pas tant de monde que ça. C'est pas tant de monde que ça, tu sais. Fait que... Y a-t-il des subventions dans le domaine de... Ouais. Y en a-tu? Ouais, ça existe? Conseil des arts et lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, peuvent te faire des subventions de... c'est quoi le nom? Je pense que c'est recherche et développement qui appelle. Mais finalement, c'est de te donner un revenu mensuel pour te permettre de réaliser un projet. Tu as d'autres subventions. Mettons que tu veux te rééquiper. Comme là, il faut que je change mon ordi. Ben, je vais peut-être demander une subvention. J'ai jamais réussi à en avoir. Remarque, là. Ça, c'est un autre, c'est un autre débat, ça. Moi non plus, j'ai jamais eu de subvention. Quel genre de projets qui sont subventionnés, quels qui sont pas, là, on pourrait... Oui, mais c'est ça devient... Ouais, ça, c'est dans tous les domaines, théâtre, humour, musique. Moi, je veux faire de la porn scatophile. Pourquoi j'ai pas de subvention? C'est pas compliqué. Est-ce que du monde qui chie dans la gueule? Tout le monde aime ça? J'ai presque fini, là, j'ai besoin d'un budget de brun. Ça me coûte très cher en brun. Fait que là, j'ai besoin de ça. Fait que, non, mais tu sais, en général, ils vont peut-être moins subventionner une histoire avec des robots cowboys que la fois que j'ai raconté ma dépression, mettons. Oh, ouais, c'est très ça, là. Mais pourtant, c'est excellent. Comment? Oui, c'est excellent, mais tu sais, comme, il y a plein de... Tu sais, ça aussi, c'est un autre débat, genre, tu sais, comme BD d'auteur versus BD de genre. Puis, tu sais, comme, encore une fois, tu sais, comme, nomme-moi un bon film de genre qui est vraiment bon, là. Mais c'est sûr que ça parle de quelqu'un à travers ça. Il y a un autre message derrière. Il y a comme une touche plus personnelle, plus intime ou juste une réflexion, tu sais, sur la vie. Fait que, tu sais, ça m'énerve un peu quand que les gens font comme une grosse distinction entre les deux, parce que dans le fond, encore une fois, raconter une bonne histoire. Fait que qu'est-ce qui est une bonne histoire? Ben, des bons personnages, des bons, comme des bons questionnements. Mais dans le domaine de la sub, c'est parce que là, on arrive dans qu'est-ce qui ça paraît bien de financer aussi. Il y a un autre level au-dessus des gens qui prennent les décisions qu'est-ce qui justifie facilement à mon boss, qu'est-ce qui fait que j'ai l'air d'une bonne personne parce que je finance des affaires qui en ce moment sont à la mode. Là, tu finances pas un Turbo Kid, mais tu finances un autre film que c'est les relations problématiques d'un gars avec sa mère, mettons. Exactement, c'est vrai de ça. Mais Turbo Kid, c'est un très très beau film. Il a gagné plein de prix à l'international, plein de nominations, puis le gouvernement du Québec a jamais mis une scène là-dedans, là, je pense. Là, ils sont allés chercher du financement en Nouvelle-Zélande. Là. C'est ridicule. Fait que, mais au moins ça s'est fait, ça c'est la bonne nouvelle. Je vais vous poser une dernière question de moi, après ça je vais vous poser des questions du Patreon. Cool. Est-ce qu'il y a des clichés en BD? C'est quoi les clichés, mettons? S'il y en a. Ça existe-tu? Des trucs que tu fais, ok, ça c'est considéré un peu comme un cliché, mettons. Ce n'était qu'un rêve. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est les mêmes clichés qu'en storytelling en général. En storytelling en général, puis... T'as des clichés visuels, tu sais. Quand tu vas dans le super-héros, ben c'est tous des gars hyper musclés qui ont des muscles dans des muscles, puis tu sais, des filles avec des courbes de dos qui se peuvent pas. Je pense que le monde sont de plus en plus conscients par rapport à ça, mais tu sais, ça reste des clichés qui persistent. L'atterrissage aussi en pose de super-héros. Là. Atterrir à genoux, là. Hey, t'as beau être en shape, là, va faire ça sur le ciment, va. Juste de 2 mètres. Là. Mais sinon, c'est le même cliché qu'en storytelling, je pense. Ok, c'est ça, c'est le même...
Ce n'était qu'un rêve où tu commences ton histoire avec un cours d'histoire pour raconter le contexte dans lequel ton histoire se passe. Ça aussi, c'est des mécanismes à ne pas faire. Fait que c'est narratif plus que visuel ou des trucs. Là. Ouais, c'est ça. OK. Question en rafale. J'avais une question de David que je trouvais intéressante. On commence par dessiner la case ou ce qu'il y a dedans sur la page. La case. La case. OK. La case, c'est justement, tu fais ton petit storyboard, ton découpage, avec vraiment des esquisses, là, des petits thumbnails. Souvent plus petits, c'est plus facile de composer graphiquement quand c'est plus petit que d'y aller en gros. Souvent, ton personnage va être mieux placé, va prendre meilleur espace dans la case. Fait que, tu sais, tu traces tes cases à peu près au début, parce que c'est vraiment des bonhommes allumettes, fait que tu planifies ton truc, puis après au propre. Puis là, ben, c'est ma méthode à moi, là, en même temps. Il n'y a pas Mais une c'est une seule bonne méthode. de travailler très petit, quasiment bonhomme allumette. Puis après ça, quand tu t'attaques à ta vraie page, ben là, tu sais où c'est que tu t'en vas. Mais si tu commences ta grosse page vide, il y a des gens qui le font, là. Mais tu sais pas C'est trop dur où c'est de que tu t'en composer, vas. Fait là. que tu sais, ça te prend un brouillon un peu avant, là. T'sais. Puis, tu sais, même en design graphique, tu sais, des posters, ils vont faire des petits thumbnails là, d'1 pouce, 2 pouces de carré, là, juste. Ça, c'est là, place ça, c'est tes là, masses, à peu près. placer ça, grade ton information. Mais oui, comme spécifiquement pour la question, tu vas dessiner ta case avant OK. le contenu. Dans mon cas. Ouais, Parfait. aussi, Ouais. ouais. Même David qui avait une question, qu'est-ce qui est meilleur en Turbo Kid ou Fire Out? Là, j'ai fait comme là. C'est juste pour foutre la merde, là. On s'est pogné un moment donné, là. À Toronto. Ah, vous êtes pogné pour vrai? Non. Ok. Ben, c'est on que- faisait juste sécuriter cette bonne guerre. puis il Ali y avait... puis moi, on est... Oui, c'est ça, on est des rivaux un peu. Ok. Puis on est body chanceux rivaux. parce que... Des rivaux Oui, dans le bon sens. exact. Puis on est chanceux parce qu'on est tombé dans des années où c'est que nos deux BD vendaient en tabarnak. Mais ça, ce que ça fait, c'est que... Ah ouais, toi, tu l'as vendu Compétition, combien? ouais. Puis là, tu sais, Ouais. moi, je n'ai 3 de plus. Puis là, c'est que... Puis ça a starté de même, puis ça a dégénéré comment, donc? C'est ça, on comparait les ventes pendant un événement, tu sais, puis on est assis à côté, là. Fait que ça, on la voit à la feuille avec les petites lignes. Ah, mais là, ouais, toi, t'en avais vendu plus, mais tu sais, c'est juste 20 pages, c'est 10$, moi, c'est des albums complets. Ah ouais, mais toi, Far Out, ça devient de quel film? Ah non, mais moi, ça vient pas d'un film, tu sais, c'est mon histoire originale à moi. Fait que, tu sais, C'est drôle. Puis, un de nos amis, je sais pas si cette fois-là ou une autre fois qu'on a refait un peu le même assinage, qui fait de la BD aussi, il était outré, il était commande, les gars. Oui, c'est pas vrai. C'est Julien Paris-Sorel qui fait l'Aventure Hasard. Puis qui vend comme 10 fois plus que nous deux ensemble à cette heure, là. Mais il était comme, là, on n'est pas en compétition, puis c'est malsain ce que vous faites, tu sais. Puis on chiait dessus, là. Ah non, mais toi, c'est de la merde, là. Fait que... Il catchait pas que c'était une joke, ben oui. Ben oui, puis on oui. lui a dit, mais lui, ça le rendait pas bien. Qu'on parle de nos chiffres de vente, puis C'est justement qu'on pas se se lance prendre au des- sérieux c'est ça. puis de... Mais le pire, c'est que dans l'industrie, tu sais, à moins qu'on se connaisse pas, là, on est pas mal tous des chums, là. Tu sais, évidemment, des gens plus proches Ouais. que d'autres. Mais tu sais, j'imagine que Pas c'est grand un peu monde comme que en j'aime humour. pas, Tu finis par rencontrer tout le monde puis créer un petit lien avec. Ouais. Puis on fait tous la même job. Fait que tu sais, Ouais. on se comprend là, à travers quelque chose. Ouais. C'est souvent ça, tu te comprends à travers le man. Je sais que t'as passé 15 heures justement aujourd'hui à travailler là-dessus. Tu sais, tu catches, même si mettons t'es pas obligé d'aimer ce que l'autre personne fait, tu comprends le travail qu'il y a derrière. Que t'aimes ou que t'aimes pas, il est autant brûlé là. Puis il y a tellement de diversité Ouais. qu'on sent pas qu'il y a comme... Ah, si lui, il fait des rates comme moi, mais meilleur. Tu sais, il y a pas ce côté-là. Fait que, tu sais, je pense à justement Julien Paris, tu sais, qui fait Aventureusor. C'est incroyable qu'est-ce qui est en train d'y arriver, là. Tu sais, c'est un gros succès. OK. Puis, tu sais, moi, je suis juste heureux pour lui parce que je le connais. Puis, je suis comme, si t'étais pas payé, si ta job c'était quelque chose d'autre, tu ferais cette BD-là, tu sais. Ouais. Fait que ça vient vraiment d'une place... Non, tu sais, c'est motivant de voir des succès aussi, tu sais. Ouais. Moi, c'est quand je vois un chum, justement, tu sais, qui réussit comme ça, tu sais, je suis pas jaloux, tu sais, ça me drive, OK, genre, Ouais. ben, moi aussi, je veux ça, mais là, si je l'ai pas, c'est pas à cause de lui, tu sais, mais je vais m'inspirer de lui, ben, tu sais, c'est... Moi, je me dis tout le temps que ça Je trouve développe ça le le marché, fun. ça aide le marché, Oui. fait que Puis le ça marché aide n'est tout pas le monde, saturé ultimement, non là, tu sais. plus, là. Tu sais, le marché au Québec, là, il est encore en expansion, tu sais, la production augmente, mais il y a encore beaucoup de place, là, à mon avis.
pour des nouvelles maisons d'édition, des nouveaux auteurs, des nouveaux projets. Fait que, tu sais, on se mange pas la laine sur le dos non plus. Ce qui est peut-être un peu plus tough en humour. Ouais, ben on dit ça depuis 10 ans. Ok. Ouais. Ça fait 10 ans que tout le monde sont comme, ah non, il y a trop de shows, tu sais. C'est comme, ok, mais à chaque année, il y en a de plus en plus, puis, Ouais, je veux dire, Puis oui, le monde sont là. c'est vraiment difficile, mais en même temps, je veux dire, c'est quoi l'autre option, arrêter? Ben non, Ça, je pense que c'est tu sais, pour fait que je suis comme, beaucoup de marchés créatifs parce Ouais. que on est trop sur la terre. C'est dans Avengers, Thanos, il a raison. Là. c'est vrai, mais moi, Hey, man, après ça, on devient tout riche en passant. Là. On vit, man, dans le luxe. faudrait qu'on claque des doigts pour Ah juste ouais. éliminer la moitié des artistes de la Exact. Terre. On regarde. Tu sais, si c'est toi qui disparais, ben c'est pas grave, tu t'en Tu sais crises, pas. t'es mort. Fait que, tu sais, Ouais. moi, je pense que c'est un win-win pour tout le Je monde. suis quand même un peu d'accord. Puis tu sais que, bon, ça fait chier pour mettons, les gens qui perdent leur chum, leur blonde ou leurs enfants, mais tu sais, 3 ans plus tard, ils sont corrects. C'est là. ça, ça va prendre 3 semaines. Puis achète des BD pour t'en remettre, là. Fait que- Mais c'est ça, tout ça pour dire que tu sais, je pense qu'il y a encore de la place pour plus d'offres en bande dessinée. Tu sais, on est vraiment pas en concurrence. Là. C'est parfait, ça. Ben, d'une certaine façon, mais sainement, là, tu sais. Oui, C'est- oui, tu sais, c'est sûr que quelqu'un, mettons, on partage une table ensemble au Comic-Con, quelqu'un il arrive, il y a un 20$ de budget. C'est sûr que son 20$, il va décider de le mettre à un ou à l'autre. Mais ça te donne rien de Mais focuser c'est ça. là-dessus, parce que Ben sinon non, tu ben passes non, à côté Ouais, de puis le pourquoi prochain, tu fais ben, ça, ça là. va être à toi. Puis, tu sais, c'est- Exact. Ok, très cool. Oh, Fred Daou veut savoir la question ultime pour Jack. Est-il un membre full-fledged finalement? Ça, je vais peut-être mettre en contexte. C'est ça que j'allais dire, ouais. Ça, c'est une référence au podcast auquel je participe, Les Mystérieux Étonnants. Ouais. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été full-fledged il y a un Halloween, il y a genre 2 ans. Et là, après ça, Ben a dit que c'était jamais arrivé. Puis moi, je sais que c'est arrivé. Après ça, on m'a remis un diplôme. Puis là, Ben, il dit que c'est pas arrivé. C'était un peu comme le Coyote et Roadrunner. Là. Ok, C'est genre, ça m'arrive tout le temps, je le suis, mais lui, il dit que non. il reconnaît jamais. Fait que lui, il est dans le déni. En fait. Là, il Ok. il y a des traces audio de ça. Il y a là. des traces audio, il y a des vidéos, il y a des photos qui le prouvent. C'est juste que lui, il est dans son pattern de genre... Tu sais, c'est comme... il se rend pas compte que le mur, là, c'est pas un tunnel. Là, c'est un mur qu'on a peint dessus, puis il s'en va direct dedans. Mais... Être full-fledged, là, c'est par rapport à genre, C'est être, que, être un membre dans à part entière des c'est Mystérieux ça, Étonnants? exact. Ok. C'est qu'au début, je sais pas de où c'est né, mais tu sais, comme j'y allais peut-être une fois aux 2 mois. Un collaborateur. Fait que j'étais Ok. comme un membre, c'est ça. Pas à part entière. Puis, à un moment donné, je sais pas d'où ce gag-là est né, mais tu sais, j'étais comme, ah oui, puis nous, l'équipe, puis attends, l'équipe, là, t'es pas dans T'es l'équipe pas, encore, là. Puis là, finalement, 7 ans plus tard que je fais Là, À je tous l'ai les pas fait semaines, cette année, là. mais c'est ça, je l'ai fait pendant 7 ans, tous les semaines. Puis j'étais toujours pas un membre officiel de l'équipe. Fait que C'est un de là que running ça gag vient. de- Ben ouais, exact. Ben, une question qui a rapport avec Alice. Est-ce que la BD Alice va montrer? On en a parlé tantôt. Comment choisir exactement le bon contenu pour Alice? 2020 est-il encore plausible pour les distributions d'Alice, Alice, Alice et Alice? Il est vraiment Alice, il veut tout savoir. Ok, ben, Fait que, on ouais, on a tous y répondu à ça. un peu, Parfait. ouais. Ben, t'avais pas parlé de la date de sortie. Ça sort automne 2020. Ah, c'est vrai. Automne, parfait. Ben, on a parlé ça. Guillaume voulait savoir, y a-t-il une sorte de snobisme entre les créateurs de BD? Par exemple, les auteurs de romans graphiques regardent de haut les mangas, ou est-ce que les succès populaires sont juste bénéfiques pour tous les types confondus? Donc, les créateurs Ouais, mais c'est apprécient. des bonnes questions. Peut-être un Vraiment? petit peu. Ah. Je veux pas nommer personne, mais tu sais, je sais qu'il y en a tu sais, qui vont regarder la BD plus commerciale de haut parce que eux, justement, ils s'expriment, pis c'est Ouais, il de y a un l'art et élitisme, tout. là. Mais en général, non, tu sais, même entre les gangs, tu sais, Froid qui sont plus dans BD de genre, d'aventure, Pau qui va faire des trucs plus BD d'auteur, qu'on s'entend bien tout le monde, tu sais, c'est tout le temps le fun quand on les croise, quand on prend des bières avec. Fait que, non, on est choyé pour ça au Québec, là. C'est pas vraiment trop une pire. belle gang, là. Je me rappelle qu'il y avait un festival à Québec, là, tu sais, comme j'avais vu ça, je trouvais ça tellement beau. Le bar était rempli, c'était juste des auteurs de BD, mais Ok. tout le monde était à des... Tu sais, il n'y avait pas de gang, il n'y avait Ouais. pas genre, la gang d'eux autres. Tout le monde était comme à des places par rapport, assis avec d'autres gens.
de c'est la cool, BD, ça. mais d'une autre maison d'édition, tu sais, comme j'étais comme, est-ce que c'est hot, tout ça, ça se fusionne, là, c'est super beau. C'est un c'est très cool, beau ça. milieu. That's it. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à faire que le monde sont Ben, c'est gentils, souvent ça. là. Quand le cash arrive, C'est généralement, ça. les équipes se forment plus. Là. Euh, OK. Mathieu Pou, ça, c'est une très bonne question, je trouve. Si un enfant de 10 ans n'a aucun intérêt pour les romans d'école, avez-vous des suggestions pour les faire lire et améliorer leur vocabulaire? Oui. Des mangas. Ok. Souvent, Aventurosaure, moi, j'allais Aventurosaure aussi. De Julien Paris-Sorel, dont Oh, on ouais. parlait, là, qui est vraiment une série d'aventures. Là, c'est du heroic fantasy, mais avec des dinosaures. OK. C'est très, très cool. Puis c'est un livre, hein, une bande dessinée, là. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah non, moi, je veux qu'il lise des romans. Ben non, tu sais, il lit de la BD, il lit veux des qu'il textes, lise. il y a une histoire, ça fait travailler son imagination, il va à la bibliothèque, à la librairie, puis peut-être qu'il va tomber sur d'autres choses, peut-être qu'il va juste tomber sur plus de BD ou plus de manga. Mais, ouais, tu sais, si je regarde ce qui se fait au Québec, Aventurosaure, 10 ans, Far Out. Il y a Ouais, pas- j'avoue, ben oui, il y a- honnêtement. il y a pas beaucoup de texte, surtout dans le premier. Sinon. Ça me faisait rire, on en parlait, puis tu m'avais dit... je te disais, c'est-tu long à lire? Puis là, t'étais comme... Ben... Ouais, c'était le premier, c'est le temps d'un caca. C'est parce que Ça fait mal, man. Quand tu travailles un an sur de quoi, puis quelqu'un est comme, ben oui, je l'ai lu en 20 minutes tantôt, puis t'es comme, ah, Tu sais, s'il était pas dans le bon mood, ça se peut que ça influence ça. T'es comme, ah ouais, 20 Fait- minutes, hein? ben, en même tu sais, temps, c'est pareil pour je le l'ai cinéma. fini, hein. c'est sorti. Puis tu sais, ça a pris un petit bout avant que tu sais, je m'assoie avec ma BD puis que j'alise Ah, pour le vrai là, de page en page. Puis je vais aux toilettes, je pogne ma BD, puis j'ai eu le temps de la finir. Mais tu sais, comme toi, ton dernier show, là, celui Ouais. que t'es en train de faire, tu sais, comme t'as travaillé combien de temps là-dessus, tu sais. Ouais, il y a des idées que ça fait 10 ans qu'ils germent, C'est que ça, je tu sais. réussissais pas à faire. Il y a des idées. C'est ça, ouais, j'ai dû écrire 4 heures de stock pour en garder 1h15. C'est ça, tu sais, comme- c'est fou, là. Comme la cuisine aussi, tu sais, tu passes des heures à préparer, tu fais mariner tes affaires, puis tu manges en 15 minutes. là. C'est exactement ça. Ouais. Très nice. Dernière question. Avec le succès cinématographique des super-héros, on en a parlé un peu. Comment est-ce que ça influence la BD? Est-ce que les BD sont plus populaires ou non, ou ça n'a rien changé? Si elles sont plus populaires, est-ce que ce sont seulement les BD Marvel? Puis après ça, c'est qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qu'il y a une impression... excusez. Est-ce une impression où il y a énormément de mangas sur le marché? Comment expliqueriez-vous la vague de popularité des mangas japonais? Il y a plusieurs questions là-dedans. Oui. Ouais. Mettons pour le manga, Ouais. je pense qu'une partie de la popularité est dans le rythme de production. Ok. Dans le sens que ça sort tellement souvent que tu peux suivre ton histoire, puis tu décroches jamais, t'es tout le temps... T'es fidé, là. c'est ça, t'es vraiment feedé, puis tu sais, ils peuvent te donner beaucoup de contenu. Tu sais, Jake parlait de la scène de la feuille tantôt. Fait que tu sais, ils peuvent aller dans les détails, tu t'attaches au personnage parce qu'il y en a tellement de numéros. Puis en plus, tu sais, les dessins souvent sont beaux. Tu sais, si je pense à des mangas que moi je lis, ben, tu sais, c'est des belles valeurs, des belles histoires. Le monde, c'est ça, ils s'attachent aux personnages, sont impliqués dans l'histoire. Fait que ça, c'est une des raisons, je pense, de la popularité. Plus toute la machine qui fait les dessins animés derrière après. Ça aussi, je pense que ça donne beaucoup un coup de main au médium là, que sont les mangas. Peux-tu répéter L'autre question, C'était les c'était- super-héros. Ouais, les super-héros, Est-ce que c'est ça ça. est-ce que ça a influencé les BD en général? Ouais, je pense que ça a eu un impact, mais ce qui est hot, c'est que la BD a beaucoup changé dans le sens que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de diversité. Puis ça n'a pas nécessairement rapport avec le succès de Marvel Studios, mais il y a beaucoup de femmes qui font de la BD aujourd'hui. Il y a des BD queer, il y a des BD qui sont uniquement des enquêtes policières, il y a des BD, tu sais, comme le spectre. Le est format s'est vraiment démocratisé. Exact. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les créateurs sont beaucoup plus mis en valeur qu'avant. Ok. Si on pense aux années, jusque dans les années 70, 80, t'achetais un titre, mais des fois, tu savais pas qui le faisait. Ouais. Pense à tous les produits dérivés. Souvent, c'est des grands dessinateurs là, qui font comme le t-shirt de Spider-Man, mais son nom, il n'est pas mentionné nulle part, ou tu sais, comme, il n'y a pas une connexion avec un artiste, c'est que tu achètes un t-shirt de Spider-Man. Puis ça, je pense que c'est aussi quelque chose dans le mainstream qui
qui est comme les deux grosses familles de fans. T'as des fans des créateurs, puis t'as des fans des produits. franchises. Fait qu'il y a des gens qui s'en foutent, c'est qui a écrit Deadpool, ils veulent la calotte de Deadpool. Je comprends. Puis moi, je dirais, fuck you à ces gens-là. Vous avez pas le droit d'apprécier ce que vous aimez. Si vous... Non, mais c'est... Tout le monde peut bien faire ce qu'il veut. C'est juste que c'est souvent c'est la distinction. On s'en rend compte souvent dans les festivals. Tu sais, au Comic-Con, les gens viennent pour les produits. Au Festival de BD de Montréal, les gens viennent pour les auteurs. Ben, oui. Mais en même temps, un événement comme le Comic-Con, parce qu'ils font venir tel acteur, puis qu'il va y avoir du cosplay, puis telle voiture va être là, ça attire tellement des masses de gens incroyables que ça se reflète aussi sur les créateurs qui sont là, puis qui vendent leurs trucs à eux. Ouais. Comic-Con, il y en a plein qui nous connaissent pas, puis finalement, ben, ils font le tour parce qu'ils voulaient aller voir Batman. Ouais. Puis là, ben, ils tombent sur nous. Ah, cool, je savais pas qu'ils se faisaient ça au Québec. Puis là, ben, ils découvrent que oui, il y a de la BD qui se fait au Québec aussi en même temps. Ben, ils achètent les livres, ils partent avec. On s'entend parce que c'est vrai que c'est un que peu violent ce que je viens de dire. Je pense que les films de super-héros, les jeux vidéo, puis un paquet d'autres affaires ont mis la pop culture vraiment de l'avant, puis ça, c'est bénéfique. Ça attire l'attention. Ben, c'est ça. À partir de là, tu peux ramasser des gens. En terminant, messieurs, premièrement, merci beaucoup. J'ai appris plein d'affaires. Mon cerveau est comme jam-pack de Kerry. Est-ce que j'aimerais ça qu'on mette en valeur est-ce que vous avez envie de mettre en valeur peut-être des créateurs que vous connaissez, tout ce que vous pouvez blower là, de OK, allez voir ça, essayez ça. Cette BD-là, cet artiste-là, genre amusez-vous là. Tu sais comme moi, je peux commencer juste pour le temps que vous y pensiez. Il y a un gars, Eric Pelado, qui suit le podcast depuis longtemps, qui commence à faire de l'humour aussi, qui fait de la BD, qui m'avait donné ça, et j'avais envie de juste le plugger. Fait que, ben oui. Tu vois, Eric, salut, c'est fait. Okay. Bien content, merci pour ton cadeau. Je l'ai plugué deux, trois fois là, depuis le début de l'émission. Là, Julien Paris-Sorel avec Aventurazor pour les jeunes et les moins jeunes. Là, c'est vraiment du gros fun pur. Sinon, ben dans nos amis, là, je dirais regardez ce que Cab a fait. La série Hiver nucléaire, puis là, elle vient de lancer sur Patreon un nouveau projet de BD en webcomic. U-Town. Okay. Moi, c'est une de mes artistes là, Peux-tu préférés. répéter le nom, s'il te plaît? Cab. C'est son nom de plume. Caroline Bro. Parfait. Comme un taxi en anglais. Là. Ouais, carrément. CAB là, cool. sur les réseaux sociaux, vous allez tomber. Je capote sur ce qu'a fait Axel Lenoir, qui fait la série L'Esprit du Camp. Si on était, qui publie aussi dans Curium, la revue. C'est un peu le love que j'aimerais donner présentement. Là. Ouais, c'est très hot. Et Far Out, on va plugger Far Out. 1, 2, oui, et 3 bientôt. Tome 3 qui s'en vient. Ça a été j'ai hâte long, de savoir où ça s'en va. Là, ouais. Parce que là, c'est ça, je suis rendu... ça finit sur un cliffhanger ouais, mal. C'est ça, le tome 2, puis ça fait longtemps. C'est sorti en 2015, puis il y a eu Juste pour rire, entre autres. Là. Fait que, en fait, c'est comme si ça faisait 4 ans que j'avais pas publié. J'avoue. Mais en fait, ça fait juste 2 ans. OK. Ouais. Cool. Moi, j'avais envie de plugger de quoi, puis c'est que, en fait, j'essaie de trouver une belle manière de le dire parce que c'est pas évident pour tout le monde à comprendre. Puis on vit dans une époque où c'est qu'il y a beaucoup de sollicitations pour plein d'affaires. Ouais. Mais je pense à la plateforme Patreon. Ouais. C'est que moi, j'ai commencé à être là-dessus il y a une couple d'années, puis pour vrai, ça a changé ma vie. C'est comme si j'avais un pot de pourboire pour faire mon travail. Fait qu'évidemment, c'est pas assez pour que j'en vive. Il y a des artistes qui sont capables d'en vivre. Uniquement que de Patreon, je pense qu'il y a beaucoup de podcasters aussi. Puis je trouve que toi, tu l'utilises super bien, la plateforme avec les questions et tout. J'essaie, super bonne idée. C'est tellement dur d'avoir du monde. Puis Mais c'est ça, c'est juste de rentrer dans la tête. Évidemment, vous pouvez faire vos choix et tout, mais pour nous autres, s'il y a comme une quinzaine de personnes qui donnent 2 piastres chaque, 1 piastre chaque par mois. Ça paye ton Photoshop, là. C'est ça, exact. C'est que c'est en plus Photoshop, petit bitchage technique, tu peux plus l'acheter. Non, ça sort. Tu le loues. Ouais. Fait que tu vas le payer à l'infini, là. C'est un beau 600$ par année, moi, qui passe. C'est ça, exact. T'sais. Fait que plein de petites affaires de même. Puis, tu sais, quand tu penses à Chris, tu sais, c'est pas un métier qui est super lucratif. Personne ne fait ça pour le cash. Fait que, tu sais, notre but, c'est pas de devenir riche dans la vie, mais, tu
sais, si on peut juste offrir, tu sais, comme moi sur Patreon, ce que je fais, en fait, tout mon sketchbook, je le scanne puis je le poste là-dessus. Fait que tu peux voir, tu sais, comme tous les croquis des prochaines pages d'Alice qui s'en viennent ou des idées refusées. Tes sketchbooks sont beaux. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'aquarelles dedans. Puis, fait que. Mais ça aide énormément à juste continuer. Puis ça fait toute la différence, tu sais. C'est que. J'en ai pas, mais j'imagine aussi ça te fait du feedback régulièrement. Tu sais, quand tu fais une BD, t'es tout seul un peu dans ton coin. Puis là, un an plus tard, t'as sors, là, t'as du love en événement. Mais après ça, tu te reclus, tu continues. Fait que j'imagine, là. Mais je sais pas comment toi tu le vis, mais il y a quelque chose dans le support moral, je trouve, qui est. Parce qu'en création, t'es beaucoup seul. Puis il y a quelque chose d'avoir que des fois, tu sais, c'est des up and down, puis de savoir qu'il y a une gang qui est là, qui est comme, non, nous autres, on aime ce que tu fais. T'es comme, ah oui, ok, parce que tu peux te sentir comme la grosse merde d'une journée parce que t'as eu une petite mauvaise nouvelle. Puis là, t'écris, puis tu fais comme, ah ben non, c'est vrai, je suis pas de la merde. Eux autres, ils ont pas vécu ma journée, là. Fait que, tu sais, tu fais comme, ah ben non, ok, aujourd'hui, ça aide, on dirait, à prendre des risques, puis à te sentir à risquer plus. Moi, je teste des pilotes sur Patreon. Mettons, je vais tester un pilote de série, là. Je vais le garocher là, je vais faire comme, voici une série qui verra sûrement jamais le jour parce que il verra jamais le jour. Je teste ça là. Mais tu sais, c'est comme un espèce de safe space de, je sais que si tu prends la peine de payer 1$, 2$, 3$ par mois, ben, t'es pas là pour me hater puis m'envoyer chier puis faire comme t'es de la style marde puis non, c'est ça. Fait on dirait que c'est comme faire une du tape bien, dans le dos puis c'est comme genre, man, tu sais, c'est hot, là, ce que tu fais, continue, fait que t'es grâce, parce que t'as raison, man. Est-ce qu'on peut rapidement virer en... Genre, dans le fond, ma vie, c'est de la merde. Tout ce que je fais, c'est poche. Un esti de loser, moi, dans le fond. Surtout, tu sais, sur Internet. Facile, tu sais, on est tous abonnés, les dessinateurs, à des Instagram de dessinateurs. Tu fais comme, aujourd'hui, là, c'est dégueulasse. Tout le monde va bien. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Que, tu fais des lives des fois sur Patreon? Ben, c'est ça, c'est que avant, j'ai essayé des lives sur Facebook. Ça pognait au bout. C'était super cool. J'ai commencé sur Twitch. Mais c'était un petit peu plus dur faire venir le monde. Fait que, tu sais, je postais sur Facebook, genre, venez me rejoindre sur Twitch, mais il y a beaucoup de gens qui, je pense, ça a changé depuis le temps, là, mais qui se plaignaient qu'il fallait qu'ils se créent un compte. Fait que là, c'est bon. Après ça, je l'ai fait sur Facebook Live. Ça, c'était super le fun aussi. Puis là, j'étais en train de le tester sur YouTube. Ouais. Puis ce que j'aimerais faire, en fait, c'est peut-être enregistrer le vidéo à part, le mettre sur le Patreon, puis la semaine d'après, genre, le mettre sur YouTube. Fait que c'est pas live, mais tu sais, comme j'aimerais ça alterner entre les deux, tu sais, entre un vidéo où je mets une toune, puis tu vois juste le dessin progresser, puis des sessions Facebook live ou tu sais, comme YouTube live, où je peux vraiment genre jaser avec les commentaires. C'est le fun de faire du live. Tu sais, moi, j'ai pas de plateforme mais Patreon. Mais t'en fais, toi, du live. J'en fais des fois des petits là, sur Instagram. J'ai commencé ça. Tu sais, des fois, il y a juste 15 personnes qui regardent, mais tu sais, tu dessines, puis tu jases avec le monde. Puis, encore là, ben, ça brise la solitude, ça l'expose ton travail. C'est le fun de m'en est bien. Cab, justement, qui checkait, puis là, ben, Lucie a dessiné, puis là, on jasait, puis c'était comme si on était au café puis qu'on dessinait ensemble, là, finalement. C'est cool. Fait que, ben, Internet crée cette espèce de place-là où on peut justement... c'est quoi le nom du Patreon de ton... C'est Jake Dion, fait que J-E-I-K. Dion comme patreon.com/Jake Dion. Exactement. Très cool, ça. Puis oui, allez-y, honnêtement, parce que c'est vrai, je vais le redire, là, à quel point ça fait une différence énorme, là. C'est des métiers de passion, fait. Exact. Des passionnés de passion. Puis moi, je trouve ça, tu sais, du monde qui comprennent ça puis qui font comme, écoute, pour moi, genre, mettons, 20$ par mois, c'est un taille express. Un taille express, ça me coûte moins cher. Puis je peux supporter, genre, 4 de mes artistes que j'aime, ou 5, ou whatever, le montant. Puis c'est super facile, tu sais, comme aussi, s'enlever un mois, se rajouter un autre mois. Donner 10$, changer d'idée, redonner 2$. Tu sais, il n'y a pas de... C'est pas un engagement, genre, tu sais, comme tu me donnes 2$, t'es mieux pour l'année, tu sais, que... C'est juste, faut le voir comme... C'est ça, moi, je le vois comme un pot à type, tu sais. Un pourboire, juste que le monde fasse comme lâche pas, man. T'aimes la démarche, t'aimes le... Parce que, justement, ça t'aide à prendre des risques, parce que, justement, tu sens que ça vaut la peine. C'est un peu ça que t'encourages, là. Hey, ton projet à toi qui te fait triper, j'ai aimé les autres affaires que t'as faites, ben...
Je veux comme t'encourager à continuer de te battre pour faire ton affaire. Pas genre être obligé de finir par faire comme j'imagine que je me bats dans le beurre. Je vais juste faire fuck off, faire de quoi. Ouais. Je vais faire les affaires des autres au lieu de faire mes affaires à moi. Tu sais. Ouais. C'est une belle façon de. Ah ben je vais le mettre le lien en dessous là. Plutôt parle le tien, man. Ouais, ben c'est en fait c'est dans mes plans là après Fallout 3, je vais me partir un Patreon, une page Etsy, vendre des prints, faut que je me refasse mon site internet qui est down, ma carte d'affaires est plus à jour, j'en ai plus de toute façon, mais là je suis comme je suis un peu là, coincé là en mode production, j'ai de la misère à voir les autres choses, à faire mes autres affaires. Puis parce qu'il faut que je livre aussi, ça fait longtemps que ça branle dans le manche, mais c'est le genre de truc après ça, là, avant de me lancer dans le Tome 4 ou dans mon autre projet, partir un Patreon, un Etsy, refaire mon site, là, vraiment me resetter là, comme il faut. Là. On n'est pas formés pour faire ça, nous autres. Puis tu sais, faut que tu apprennes sur le tas. C'est la même chose en humour, tu sais. C'est ça, c'est un peu c'est un peu overwhelming, là, tu sais. C'est comme... c'est que tu deviens un entrepreneur par défaut, Ouais. juste parce que ce que tu crées, t'es obligé de le considérer comme un produit parce que sinon tu pourras pas générer d'argent. Ouais. Fait que t'es obligé de le regarder. Même si pour toi ça a toujours été juste je fais de l'art, je m'exprime, ben t'es comme si je veux pouvoir continuer de faire juste ça, je suis obligé de. Le marché, lui, existe que j'existe ou que j'existe pas. Là. Fait que j'ai pas le choix, si je veux survivre, de le considérer comme ça puis de le mettre en marché de toute façon. Ouais. Ben tu fais pas ça pour l'argent, mais t'as besoin d'argent pour en faire. Totalement. C'est exactement ça. Là. C'est exactement. Puis pour prendre, c'est ça, pousser des affaires. Puis moi, le mot, je m'en sers pour, mettons, le Patreon, ça va être pour louer une salle à l'avance pour pouvoir produire mon show là. Puis c'est du cash qui retourne tout le temps, mais tu sais, c'est ça. Le podcast va sortir quand? Je sais pas, de janvier, février peut-être? 2020? Ok. Fait qu'on. Mais sur Patreon, il va sortir bien avant. Là. Ok. Parce que j'avais une plug qui s'en vient la semaine prochaine. J'ai fait une BD avec ma blonde, puis on le sort à l'espace public. Mais là, ça va être fini. Ça va être fini. Ça va être fini, désolé. Trop tard, arrêtez de vivre dans le passé. Ça a bien été, là. C'était le fun. On a vendu tout. L'espace public, c'est nice en plus. Ouais. Puis sinon, en janvier et tout, l'autre plug que j'avais, c'était le spécial des Mystérieux de Noël. Ça va être fini, c'est tout, ça a vraiment c'était bien vraiment été. le fun. Je suis désolé d'être rendu là dans mon calendrier. Est-ce qu'il y a des artistes, est-ce qu'on oublie quelque chose avant qu'on se quitte? Je suis sûr que oui, là, je suis désolé, là. Allez dans les festivals de BD, il y en a de plus en plus à Montréal, à Québec, même toutes les petites villes commencent à avoir le petit festival ou le petit Comic-Con là, ou Geek Fest, des trucs comme ça. Ce sera une belle place pour rencontrer des auteurs, les découvrir, les encourager. Puis, faites comme moi, battez-vous le cul puis lisez de la BD, essayez. Lisez de la BD en public. Oui. OK. Ben oui, pour vrai, ça l'aide à défaire le mythe que c'est pas sérieux, c'est encore un peu pour enfants. Lisez de la BD en public, montrez que vous lisez de la BD, soyez fiers de lire de la BD, c'est un beau médium. Good call. Plein d'affaires J'aime ça. dire. Fait qu'on fait ça. Hey, merci beaucoup les gars. Hey, c'était super super le fun. man. C'était Ça- vraiment J'ai appris cool. plein d'affaires, puis là j'ai la tête pleine de trucs qu'il faut que j'aille acheter puis lire puis découvrir tout ça. Yes!